Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine 10-12 le Zénith. On parle ce matin du contentieux préélectoral. L'heure de l'examen des recours a sonné. Le Conseil constitutionnel va statuer demain sur les 12 requêtes déposées à la suite de la publication de la liste des candidatures faite par Elecam et sur tous ces candidats appelés à prendre part au scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. On parle également ce matin du marché de l'impression des bulletins de vote qui passe clairement sous la barbe et au nez de l'imprimerie nationale qui a perdu ce marché-là puisque c'est la Sopecam qui est appelée à recevoir des candidats, les informations et surtout tout ce qu'il faut comme vision pour que ces bulletins de vote soient conçus. Donc c'est clair que c'est encore là un vrai coup, un mauvais coup pour l'imprimerie nationale qui vit déjà, qui ploie déjà sous de nombreux problèmes. Tout récemment, on parlait de ces aérés de salaire et de ce manque de marché, alors même que l'imprimerie nationale a tout récemment acquis un certain nombre de matériel pour évidemment prendre à bras le corps la conception, l'impression de ces bulletins de vote des candidats à la prochaine élection présidentielle. Un chiffre aussi ce matin pour débuter ce programme, 419 milliards de francs CFA au 31 juillet 2018. C'est la somme collectée par la douane camerounaise qui doit en effet, durant cette année, collecter près de 800 milliards de francs CFA de recettes douanières. On ose espérer que les choses sont sur la bonne voie. 10-12 le Zénith. Une fois de plus, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Le plateau qui vous offre chaque matin de débats, de décryptage, mais également des commentaires sur l'actualité au Cameroun. Et ceux des acteurs qui sont là pour la cause sont bien en place ce matin. D'abord, vous, Chalamel Batchou, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que se passe-t-il au marché New Daido? Les agents de la communauté urbaine de Douala passent, organisent des cotisations, s'en vont. Les agents de la commune passent, organisent des cotisations et s'en vont. Les agents de la sous-préfecture ou préfecture passent, organisent des cotisations et s'en vont. Au nom de quoi? Des simples commerçants qui ne demandent qu'une seule chose, vendre pour pouvoir nourrir leur famille. Pourquoi avoir cassé sans penser les reloger à l'intérieur? Trop d'arnaques. Trop. L'arnaque à ciel ouvert, on va dire ce matin, Chalamel Batchou, qu'on va retrouver, madame, messieurs, rendez-vous pris tout à l'heure lorsqu'il sera 10h30 pour la colère de Chalamel ce matin, ce 16 août 2018. Florazé, bonjour et bienvenue. Merci Eric Fopoussi, bonjour à vous. Bonjour à vous sur le plateau, à nos chers téléspectateurs. En tout cas, je donne rendez-vous aux téléspectateurs précisément à 11h06 où nous allons donc faire un tour de l'actualité, notamment celle qui fait le buzz sur la toile à travers la revue des réseaux sociaux de la politique. Eric Fopoussi, on en parle une fois de plus pour ce jeudi. Et on va dire que ce sera une revue des réseaux sociaux à la sauce très politique ce matin puisque Joshua Oshi et Akeremuna sont autant de personnalités qui seront au menu de cet échange tout à l'heure, comme vous l'avez dit Florazé, mais on aura l'occasion d'avoir de vos nouvelles au cours de cette émission avant cette échéance horaire, il faut le dire. Également sur le plateau ce matin, Borobengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Fopoussi-Negou. Bonjour à vos chers téléspectateurs. Je vais à votre suite, M. Fopoussi-Negou, pour constater et le regretter que l'État a décidé de tuer l'imprimerie nationale. Le journal officiel paraît quand on veut. Les salariés sont là, non rien. Les machines sont vétustes. On ne veut. Pourquoi entretient-on? Pourquoi ne peut donc pas fermer l'imprimerie nationale comme ça a été le cas de CPR et les autres? Et laisser. Merci.
La mort de l'imprimerie nationale avec ce marché perdu des bulletins de vote. On aurait donc espéré, comme à chaque échéance, puisqu'à chaque scrutin, c'est l'imprimerie nationale qui s'occupe de l'impression des bulletins de vote. Cette fois-ci, la direction générale de l'échange Cameroun, sous la houlette de Eric Essoussé, a décidé donc d'orienter les candidats vers la société d'édition de presse et d'édition du Cameroun, la Sopecam, ce qui est donc bien dommage. Démarrons, madame, monsieur, ce programme ce matin avec le premier stop. Il s'agit de l'histoire du jour et ses tendances cogne la voyageuse qui est bien en place ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je salue tous ceux qui me regardent du côté de Banja. Ce matin, on parle des enfants qui volent la viande dans la marmite. Donc tu ne peux pas comme ça, l'enfant vient envoyer les doigts pour voler la viande. Les enfants qui volent la viande dans nos marmites qu'on prépare. Le petit junior rentre demain à Banja. Motif. Il vole. Il ment. Il ment jusqu'à... Il ment jusqu'à... En même temps, il vole. Il ment comme il respire. Tu vois, mais ce qu'il a volé, il dit qu'il n'a pas volé. Demande-moi qu'est-ce qui s'est passé. Les congés sont finis. Les congés ne sont même pas finis. Il était question qu'il reste à Douala. Venu en vacances chez son oncle, qui est le grand frère de sa mère. Avant, il habitait à Banja, c'est sa grand-mère. Il est venu en vacances à Douala. Entre-temps, le frère, son oncle s'est entendu avec son épouse que ouais, c'est mieux de prendre l'enfant, c'est l'enfant de ma petite soeur-ci, pour son éducation. Madame, au départ, elle a accepté. Mais c'est ce dernier temps qu'elle change d'avis. Qu'elle a dit que non, qu'elle ne peut pas vivre avec un homme, avec un enfant qui va voler, intoxiquer même ses enfants à voler. Que le comportement de Junior fait en sorte que ses enfants mentent déjà, ses enfants volent, alors que ses enfants ne volaient jamais. Que s'est-il passé? Point d'interrogation. Fleur, attends tes oreilles. Elle dit qu'elle a pris l'enfant de sa belle-sœur avec son bon cœur. L'enfant venait en vacances pour 3 mois. L'enfant est là depuis 2 mois. Oui, voici le 3e mois qu'elle a. Donc on a donné les vacances. Les congés, les vacances, l'enfant venait à Douala. Dernièrement, elle s'est assise avec son mari. C'est sorti de ça. Elle dit que c'est elle-même qui a demandé à son mari que Béwa, comme l'enfant au village avec la grand-mère là, je vois que son éducation, d'abord même pour l'école, la classe qu'il fait même, son âge ne lui permet plus de faire cette classe. C'est mieux qu'on, toi et moi, récupère l'enfant là pour remonter son niveau. Monsieur a dit, ok maman, tu sais que tu es ma conseillère, tu es tout pour moi. Et ce que tu parles, je ne peux pas moi refuser. C'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'ils se sont dit. Mais le comportement de l'enfant la traumatise. Donc elle veut à tout prix que l'enfant... Donc elle ne veut même plus voir l'enfant avec ses yeux. Cette année-ci, l'enfant devait commencer l'école à Douala. Mais elle a encore changé d'avis parce que l'enfant vole. Elle dépose l'argent dans la chambre. Elle vient. Elle ne trouve pas que l'enfant a pris. Elle prépare la nourriture. Elle dépose. Elle vient que l'enfant envoie les doigts dans l'assiette. Parfois dans la marmite. Hier alors, elle a préparé le poulet. La sauce tomate, elle a fait la sauce tomate. Elle dit qu'elle a servi pour tout le monde, mais l'enfant a envoyé les doigts dans le koumou du père. Il a retiré la cuisse. Comment elle a su qu'elle est en train de servir le soir? Le père dit que je demande que maman, il y a eu un étranger qui est arrivé ici. Depuis quand tu me sers sans cuisse, voilà le Jésus, voilà les parties que j'aime. Mais comment il n'y a pas la cuisse? La mère dit que j'ai mis toutes les parties. Si elle vient encore, elle regarde, elle se rend compte que Junior avait déjà piqué le morceau de poulet. Elle récupère la nourriture, elle part à la cuisine pour chercher encore s'il y avait encore les autres parties pour donner au père. Elle arrive à la cuisine, elle se rend compte que même la sauce de la cuisine avait commencé à mousser. Tu sais que quand on tripote trop une sauce, ça mousse. C'est où elle a convoqué tous les enfants que papa, venez vous-même. Elle a appelé Urich. Sandra, donc elle a convoqué tous ses enfants, mettre au sol. Dites-moi la personne qui a touché la viande dans la marmite ici. Personne n'a rien dit. Elle a tapé, elle a commencé à taper. Ce où Junior a dit que maman c'est moi. Elle a dit à son mari que bébé pardon, il faut que l'enfant la rentre au village parce que son comportement m'énerve. Même comme je voulais le prendre, je ne le prends plus. Maintenant l'homme dit que non. Qu'un enfant vole comme ça, c'est mieux qu'on le ramène. Le renvoi au village, ça ne va pas nous aider. N'arrange pas après, tu gâtes. Elle dit que mieux elle gâte. Donc elle a besoin de conseils. Si elle doit laisser l'enfant au nom de l'amour chez elle, soit elle doit renvoyer l'enfant à Banja chez sa grand-mère. Et c'est un enfant qui n'a pas de mère, donc c'est un enfant qui est orphelin.
Regardez dans quelle situation ces enfants nous laissent. D'accord. Elle aime son époux. Et elle va renvoyer l'enfant au village. Donc, elle ne sait pas bref, elle ne sait pas si elle doit renvoyer l'enfant au village ou pas. Et elle dit qu'en laissant l'enfant ici, l'enfant va former ses enfants à voler et à mentir. Elle n'a pas besoin de ça. Qu'elle veut que l'éducation de ses enfants soit au clair. Soit comme ça, soit comme ça là. D'accord. Bon, je pose la question. Non, tu as déjà dit. J'ai tout dit. Tu as déjà tout dit. Il a pris note. Très bien. Mon guide. Tu sais que tu es mon guide depuis un moment. Tendance Cogne, la voyageuse, Toujours. à la signature. Alors, madame, monsieur, je vais démarrer cet échange, ce décryptage-là de manière précise pour qu'on se dise des vérités, pour qu'on se dise des choses les yeux dans les yeux, parce qu'il s'agit de l'avenir de ce pays. Je vais commencer par citer la CONAC, la Commission nationale anticorruption. Je citerai la NIF, l'Agence nationale d'investigation financière. Je vais citer le TCS, le tribunal criminel spécial. Je vais citer le CONSUPÉ, le Conseil supérieur, le contrôle supérieur de l'État, pardon. Et une fois que j'ai cité donc toutes ces institutions, tous ces organismes-là, vous comprenez tout de suite où on veut en venir. On veut en venir à toutes ces personnes qui ont été, comme vous le savez, épinglées dans le cadre de détournement de fonds publics, des prévaricateurs de la fortune publique. Et donc, ça nous ramène en arrière en disant, qui vole un nœud volera forcément un bœuf. C'est pas moi, c'est pas de moi, c'est communément admis comme ça. Donc, il s'agit là de l'éducation de nos enfants, des citoyens que nous formons pour demain, et qu'il est question de ne pas faire du déni d'éducation, comme on peut parler du déni de justice, donc ne pas démissionner en face de l'obligation qu'on a à redresser un enfant qui semble être dans une posture de pathologie psychologique, de kleptomanie. Le terme est certes fort, mais il y a des kleptomanes, des gens qui n'arrivent pas à ne pas soustraire une chose qui ne leur appartient pas. Donc c'est quelque chose d'assez régulier et récurrent. Donc on va en parler ce matin sur ce plateau pour décrypter. Boro Bengan, la première question, comment on gère un enfant qui vole? Oui, avant de répondre à votre question, vous avez cité les institutions qui répriment. Moi je vous dis, quelles sont les institutions qui ont formé les gens qui volent? C'est bien le collège d'Iberman, c'est le séminaire d'Akono. C'est le collège Saint-Pie-d'Issaïdéa qui était, c'est bien Alfred Sacker, c'est bien Vogt, c'est bien la retraite. Hein, vous voyez que en fait beaucoup sont venus. Il y avait même le petit séminaire Mbanga qui a formé beaucoup de gens. Et bon, ils apprenaient là-bas, avec le chapelet, avec le ceci, tout le matin prière et tout. Mais ils sont nombreux. Surtout collège évangélique de Lubamba, collège Sacré-Cœur de Macaque. Voilà. C'est quoi? C'est le 6e commandement qui dit que je ne sais pas, moi je ne connais pas vos commandements. C'est le 7e ou le 6e? Tu ne voleras pas. Voilà. Bon, ils connaissent bien la catéchèse, non? Donc ils sont à Kondengui, à Nebel. Oui. Voilà. Donc ils ont été formés par ça. Non, pour revenir, effectivement, ça veut dire la chose suivante. Ce n'est donc pas. Oui, alors ce n'est pas les églises importées là qui n'ont pas su comment intégrer les familles, comment former les enfants. La preuve en France, on vous dit qu'une fillette de 15 ans peut aller en mariage, peut même avoir les rapports sexuels comme elle veut. Vous voyez. Or, la France est la fille aînée de l'église catholique. Vous voyez. Non, il s'agit ici de re-questionner justement l'éducation de l'enfant à la maison, qui plus est un orphelin. Regardez, et la réaction de la femme là me plaît, parce qu'elle est vraiment dans une situation, j'allais dire, de non-africanité. Elle dit, mes enfants, qui sont ces enfants? C'est une famille qu'il a épousée. Et il trouve sa belle-sœur qui n'est plus là. L'enfant, et on estime que cet enfant doit rester avec sa grand-mère. Non, il s'agit de son enfant. De son enfant, et il doit, je vais dire, l'encadrer au même titre que ses propres enfants. Et précisément, si cet enfant la lâche demain, elle va se retrouver à Nebel, à Kondengui, je ne sais pas où, c'est son mari qui aura du mal. Aller lui trouver des avocats, aller faire ci, aller faire ça. Et s'il devient un gangster,
on va dire, oui, on a attrapé des gens à Manjo qui voulaient escroquer. On a eu un coup de vol à tel. Et qu'ils voient, comme ils aiment dire, le neveu de son mari, c'est la honte de toute la famille. Et tout ça. Donc, voilà l'occasion que Dieu lui donne là. Justement, de bien éduquer ses enfants. Peut-être que les siens propres ne commettent pas de tels larcins et tout, mais il leur dit, mes enfants, voilà, ceci n'est pas bien, vous c'est. Et elle commence donc à leur dire, vous voyez la prison, vous voyez ceci, vous voyez l'enfant de la rue, vous avez entendu, Mais, vous avez entendu. Bon, donc, quelles sont les causes? Comment on peut questionner l'origine, l'explication d'où vient qu'un enfant commence à voler? C'est héréditaire, ça? Non. Ça vient de quoi? Il peut avoir la kleptomanie, comme vous avez appelé, même comme ça n'a pas de langue chez nous. L'enfant, j'ai l'impression qu'il a grandi chez sa mère, sa grand-mère, où tout lui était permis. C'est-à-dire qu'elle rentre de l'école quand la grand-mère est encore au champ ou peut-être au marché, elle peut se servir dans la marmite, tout lui était permis. Et quand Bombo arrive, ne lui dit rien, lui demande seulement, tu as mangé, est-ce que tu es rassasié? Bon, il est encadré, il était dans un environnement où tout lui était permis. Maintenant ici, tu sais, il arrive dans un environnement où, moi par exemple, je mangeais le poulet pendant la fête de fin d'année. Donc le poulet n'était pas accessible. Bon, il va trouver une nourriture, je veux dire un standing, de vie où à table, il a peur, il ne sait pas se comporter. Bon, en fait, il est un peu offusqué, il est crispé. Et il s'est dit, peut-être je vais me servir. Donc, il faut donc lui apprendre que non, mon fils, c'est à table que tu dois dire que tu n'es pas encore rassasié. On va rajouter, on va faire ci, on va faire ça. Donc, moi, je pense que c'est le comportement qu'il a eu chez sa grand-mère et qu'il faut simplement redresser, encadrer et tout irait mieux. Tout irait donc mieux. on la voit pas au village. Non, qu'on ne la renvoie. Sa décision est prise, Eric. Elle a dit qu'elle veut les conseils. On ne l'envoie plus au village. Parce que demain, ce qui va se passer, ce qui pourrait se passer, c'est que cet enfant viendra voler chez ses frères. Quand il sera bandit, il viendra braquer les voitures de leurs frères ici. donc c'est tout ça qu'il faut intégrer. Et se projeter. Et c'est dire donc que c'est vous qui allez à l'église. Flora aime dire que comme hier elle était, elle allait ici pour aller prier Marie qui allait au ciel. D'accord. Il a dit, si Dieu ne peut pas vous donner la charge que vous ne pouvez pas supporter. Absolument. Voilà. Si Dieu a donc fait que cet enfant vienne à elle et tu repousses, ça veut dire que tu as repoussé Dieu. Non, c'est qu'elle tu l'encadres, tu as les moyens de l'envoyer à l'école, de l'éduquer, de lui donner des habits, donc de lui donner tout un encadrement possible. Et surtout donc, en priant donc Dieu que cet enfant se redresse. Voilà. Charlemagne Bachou, on est toujours sur cette question-là pour qu'on avance. Comment donc on pourrait gérer cet enfant voleur? Monsieur Eric Fopoussi, il faut dire qu'il y a 4 éléments fondamentaux qui déterminent la vie d'un être humain. Le premier, c'est le jour de sa naissance. Le deuxième, c'est le mois de sa naissance. Le troisième, les événements qui entourent sa naissance ou qui ont entouré avant, pendant et après sa naissance. Et enfin, le nom. Pour autre chose, il faudrait bien qu'on se retrouve pour pouvoir en discuter. Monsieur Eric Fopoussi, le nom, lui aussi, il a encore 3 autres points divergents. Nous avons la signification du nom, la survivance de ce nom et les attentes. Donc, monsieur Eric Fopoussi, si vous faites un tour à Yaoundé, vous allez vous rendre compte qu'il y a un nom qui a pratiquement disparu des appellations. De la circulation. Et Sono. Très peu d'enfants portent le nom de Sono. Parce qu'à une certaine époque, tous ceux qui avaient le nom de Sono étaient des voleurs, des bandits, des braqueurs, des agresseurs. La preuve, les Sono qui agressaient dans les environs de la poste centrale, nous avait-on dit, avaient été tués, monsieur Eric Fopoussi, de plusieurs balles. Entre guillemets, je laisse le soin à ceux qui font, n'est-ce pas, qui rentrent là. Donc, monsieur Eric Fopoussi, le nom que vous donnez à l'enfant, la survivance, il y a dans des familles des noms qui ont disparu, hein. Des appellations qui ont disparu, de l'arrière-arrière, parce qu'il faut remonter. Parfois, on donne un nom en disant que mais, ton arrière, donc ta 4e génération, ou ta 5e, portait tel
Il y a des noms qui disparaissent. On peut ressusciter un nom de quelqu'un qui était belliqueux dans la famille, qui aimait les problèmes. On peut ressusciter le nom de quelqu'un qui souffrait de ce que les Occidentaux appellent la kleptomanie, qui aimait bien prendre les choses. Ça dépend. Le nom a une valeur à ce niveau. Monsieur Rifopoussi, je bénis déjà nos ancêtres qui avaient prévu et pensé un ensemble de choses. Je vais vous dire que pendant les périodes de troubles dans ce pays, lorsqu'une femme venait à décéder, on l'enterrait avec son bébé. Si elle avait un bébé, on l'enterrait avec son bébé. Personne ne partait parce que les cris d'un bébé allaient se faire repérer et aussitôt on allait tuer la mère. On l'enterrait avec le bêbé. Ça, il faut le dire. Que nous-mêmes aussi, on a des choses qu'il faudrait que nous essayons de refaire. Et tout cela joue et vient jouer sur certaines de nous. Il y a des pactes qui ont été scellés entre des familles. Monsieur Rifopoussi, c'est-à-dire ma famille, c'est l'impact avec la famille de Florazé ou de Mbambok en disant on va toujours vivre en paix, jamais on ne s'insultera. Malheur à celui qui viendra. Soit chaque fois que j'irai à la pêche, si mon champ donne, je donnerai ta part. Si ton champ donne, tu donneras ma part. Celui qui vient à briser ses liens, celui-là soufflera, il sera frappé de ceci. Nous qui avons hérité de ça aujourd'hui, on oublie ce passé. Nous arrivons et vivons. On ne sait pas pourquoi nos mamans s'entendaient avec telle ou Y voisine. Elles avaient un lien fort. Pourquoi notre papa marchait toujours avec tel papa? Ils étaient toujours ensemble en disant c'est mon ami. D'accord. Et donc quand on a dit ça... Je termine en disant, monsieur Rifopoussi, qui avait le principe d'organisation. On disait l'enfant va passer le week-end chez Florazé. Chez Florazé, l'enfant va passer les congés annuels ou trimestriels chez Mbambok. Le regroupement annuel sera chez telle personne. Ça donnait la possibilité de suivre pas à pas l'enfant. De savoir que l'enfant qui passe le week-end ici a tel type de comportement. Lorsqu'il va aller chez les grands, pendant les congés chez Mbambok, on dit à Mbambok, attention, chez moi, voici telle ou telle attitude. Lorsqu'on se retrouve à la réunion familiale, c'est la période des réunions familiales dans les villages, on va dire, tel enfant a tel comportement, tel, nous attendons tel changement parce que ton père s'est plaint. Et on préparait ainsi le départ. Parce que mon enfant qui passe tout le temps chez Florazé, le jour que je ne suis plus vivant, se sentira à l'aise. Donc il y a cette coupure, cette rupture, le fait pour cet enfant d'être orphelin, ça peut l'avoir traumatisé, l'avoir prédisposé à adopter un certain type de comportement où, comme ma mère n'est plus là, je ne peux plus rien demander à d'autres personnes, seule ma mère, ça veut me comprendre, et l'enfant développe, il faudrait donc entourer cet enfant de tout amour. Voilà. Alors, ok, c'est compris. Alors, Florazé, donc, est-ce qu'il y a un problème de marginalisation de cet enfant qu'on doit régler? Laquelle marginalisation serait à l'origine de ce comportement de vol? Oui, Eric Fopoussi, vous savez, la question de la veuve et de l'orphelin dans leur intégration dans la vie de tous les jours reste centrale. C'est un problème social. Regardez comment les veuves sont, j'allais dire, maltraitées, certaines même méprisées, encore plus les orphelins. Il faut beaucoup d'amour justement pour les intégrer dans, comme ce que Chalamel a évoqué, peut-être d'abord pour ceux qui ont réussi à vivre dans un cocon familial qui était le leur, c'est papa, maman, et puis maintenant on perd ses parents très tôt. Il faut, psychologiquement on est perdu, parce qu'on maîtrisait les attitudes de papa, on maîtrisait les attitudes de maman, ils ne sont plus là. Qui va donc m'encadrer maintenant comme mon père et ma mère le faisaient? Et cet enfant, je ne sais pas quel âge il a, mais c'est un enfant traumatisé. Parce qu'à la fois, après avoir perdu ses parents, il est orphelin, il se retrouve chez mamie, et puis peut-être mamie qui n'a pas peut-être assez de force, assez de points justement pour... C'est tout un traumatisme. Maintenant, on arrive dans une famille où il y a déjà des enfants. Vous savez, moi également, je ne vais pas jeter totalement le propre à cette dame. C'est-à-dire, il arrive dans une famille où il y a un autre comportement, il y a une autre façon de faire, etc. et autres. Et peut-être la femme qui n'a pas été habituée à ce type d'intégration, peut-être recevoir les enfants chez elle et autres, souvent un peu butés. Et à ce moment-là, il faut également une autre sorte d'initiation pour elle-même, mère et femme. Parce que quand on a été habitué à s'occuper de ses propres enfants, et il faut pousser, sans toutefois intégrer dans la tête que l'enfant du voisin peut également être notre enfant, ça devient difficile. Il faut avoir une sorte d'ouverture d'esprit. Et je viens pour dire que les parents aujourd'hui dans cette famille ont perdu ce côté spirituel, l'amour pour Dieu. Il faut déjà qu'on commence à s'inculquer soi-même ces valeurs. Oui, ces valeurs ont foutu le camp. C'est-à-dire que quand on a l'amour de Dieu en soi, on intègre la veuve, on intègre l'orphelin. Quel qu'il soit,
qu'il soit de quel bord, je sais pas moi quoi. Si c'est une famille bourgeoise ou quoi que ce soit, on l'intègre. C'est l'arrivée de l'église qui a tué, non, je ne crois pas. Qui a tué véritablement le sang de la veuve. Non, je ne crois pas. Non. Qui a tué le sang de la veuve. Laissez-moi terminer, non. Non, je dis non, parce que moi je crois en Dieu. Et je dis non, pourquoi non. Vous savez, ne nous prenez pas toujours les mauvais exemples. Non, on peut vous donner. Non, mais oui, mais ne nous donnez pas les mauvais exemples. Encore que les croyants sont divergents. Non, les croyants sont divergents. On parle de croyance. Ce qu'essaie de dire Florazé, c'est qu'essaie d'expliquer Florazé. Je crois que les uns et les autres c'est que dans la croyance, chacun dans la foi. Je n'ai pas parlé d'une église. Dans la foi, peut réagir face à cette situation-là en accueillant cet enfant-là. Mais il faut comprendre que vous semblez prendre des mauvais exemples de croyants qui ont forcément réagi en repoussant cet enfant-là. Oui, pour légitimer, justement, c'est ce qu'on dit. Je vous dis, ça a commencé quand on sait quand l'église catholique est arrivée au Cameroun, quand l'église protestante est arrivée. Je ne parle pas d'une église. Moi, je parle de l'église. Et quand Charlemagne le dit, c'est l'église qui est venue disloquer les familles en Afrique. Personne ne peut dire non. Personne ne peut dire non. Je n'ai pas parlé d'église. Mais Charlemagne, dans chaque chefferie, dans chaque canton, chaque jour, il y avait un endroit, l'intendant de la chefferie, il y avait une zone qu'on réservait pour nourrir la veuve et l'orphelin. Donc ne venez pas dire aujourd'hui que ça affiche l'église qui a cassé. Je pose une question. Je pose une question, et pour vous, et Boro Bengan, vraiment pour qu'on se comprenne. Et là, c'est une approche socratique. Alors, pensez-vous que tous les croyants, que tous ceux qui vont à l'église tous les dimanches, sont ceux-là qui créent la zizanie dans leur famille et qui n'accueillent pas les enfants dans leur famille? Croyez-vous, avez-vous d'avoir des chiffres, des statistiques qui vous permettent de nous dire que 99% de ceux qui vont à l'église prier le dimanche sont ceux qui chassent les enfants et qui désintègrent la cellule familiale? Vous avez mal posé la question. Je peux vous répondre d'une autre manière. Monseigneur Akonga a dit que ceux qui sont en veste cravate ont tué l'évêque. Il les a inondés, il les a recensés quand? Ce n'est pas comme ça que le problème s'est posé. Les églises dites chrétiennes, quand elles ont un point fécal, pas de polygamie, pas de ceci, pas de cela. Moi qui suis avec 3 femmes, on me dit de choisir une, d'abandonner les deux autres, une que je vais présenter. Les histoires sont entrées dans nos familles. Et les familles se sont disloquées. Ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Nous ne sommes pas en train de juger que non, tel pasteur a fait ceci, tel prêtre là-bas, plutôt non. Nous ne posons pas ce problème. J'ai eu la réponse. J'ai posé la question, j'ai eu la réponse. Alors, tendance sur cette histoire. Est-ce que j'ai terminé ce matin? Je crois que... Non, je n'ai pas terminé. Que Charlemagne et Bombok sont entrés sur moi. Vous savez que je ne t'aime même pas encore, puisque je ne parlais pas d'église. Non, Florazé, essayez de comprendre. On n'a pas beaucoup de temps en même temps, donc on va essayer d'avancer sur ce plateau. Merci. Avec Tendance, quel est ton avis quand même sur cette histoire, Tendance? C'est difficile, hein, Eric, parce que quand tu as 3 enfants, chaque enfant a son esprit. Et chacun a son sang. Moi, vraiment, c'est mieux de le renvoyer chez son père. C'est sa mère seule qui vit. Sa mère est décédée, sa grand-mère là. Pour ne pas nuire à la grand-mère, appelle son père, tu lui dis comment son fils se comporte. Voilà, et quand on va dire que là, c'est un comportement occidentalisé qui est venu plusieurs familles, vous allez me demander de faire des statistiques. Tendance, si vous le faites, ça veut dire que vous ne croyez pas en Dieu, ça veut dire que vous ne savez pas ce que c'est que la famille. Regardez aussi le mal, parce qu'en le prenant, demain je vais entendre qu'il a Mais on corrige le mal. Je vais entendre qu'il allait chez le voisin. D'accord. Et ce garçon, il faut bien qu'il se marie. S'il arrive chez le voisin, voilà. On l'amène en prison. Je fais comment? C'est encore les charges. La faute reviendra à cette femme qui l'a chassé parce qu'il va devenir l'enfant de la rue, parce qu'il peut-être veut pas rentrer à Bacham. Et la rue, dites-moi quand la rue accouche. Avez-vous entendu un jour que la rue a accouché les enfants? C'est très dur quand tu éduques tes enfants, un autre vient encore les intoxiquer. Parce que l'éducation d'un enfant d'abord c'est très difficile. C'est Dieu qui vous a donné cette charge. Quand on dit à un enfant que, quand tu sais, ton enfant sait que le matin, ton enfant sait que... Quand ton enfant sait qu'on ne vole pas, que quand il se réveille le matin, il dit bonjour maman, bonjour papa, à l'école il doit prendre ses leçons, il ne doit pas voler, on ne doit pas voler la viande dans la mamie. Et l'autre vient leur montrer comment on vole, c'est difficile. Il est temps
que tu appelles le Elle est père sûre de qu'elle connaît l'enfant. ses enfants, là, tendance. Il Elle est sûre temps qu'elle qu'elle connaît ses appelle propres le, enfants. Non, il est laisse. temps qu'elle appelle le père de l'enfant. Au lycée Si de peut-être- Deido, on vient, on peut poignarder les enfants au lycée. Si peut-être Il y a des endroits et Si ces peut-être enfants on envoie sont dans les l'enfant à lycées. la grand-mère, l'enfant va encore devenir rebelle. C'est mieux D'accord. d'appeler le père de l'enfant et de lui dire que on met le père devant les faits accomplis, que voilà ton fils. Je voulais l'aider, voici comment il se comporte. Toi, en tant qu'homme, vraiment, aide-moi pour son éducation. Je ne peux pas, tu ne peux pas rester avec un enfant qui vole déjà. Demain, on va entendre qu'il est parti au ghetto. C'est un peu comme un enfant qui commence à fumer le banga. Ses parents. Un enfant qui commence à fumer le banga, c'est dur pour qu'il laisse. Tu vas lui dire ne fume pas le banga, demain il va aller prendre les comprimés. Il y a des Tu mesures, vas lui des dire ne prends moyens pas les de comprimés, tendance. demain il va aller prendre les D10. Tu vas dire ne prends pas les D10, demain il va aller prendre ce que le Bon, c'est oui, là aussi, l'histoire se corse. corse un peu parce que moi, Tu je vois un peu ne le- parce savais que pas c'est que un le peu- parent vivait encore, qu'il y avait Le un père parent. dit, c'est la mère qui est décédée. Il est Non, moi, je orphelin croyais du que père. c'était C'est pour ça les que deux j'ai parents. dit tout à Est-ce l'heure qu'il que avait quand alors il était doté? Le enfant, père vit. On ne peut pas lui donner cet enfant s'il n'avait Parce pas que doté. maintenant, Mais là, non, on ne si- sait pas, c'est ça les Ah non, conclusions. c'est On l'enfant voit, de il ce faut genre de bien- côté. Bombok, Si l'enfant reste chez moi, même il y a des hommes qui ont une souvent seconde. doté et puis Bombok, l'enfant. Florazé, Charlemagne, vraiment, c'est tendance qui a la parole maintenant. J'ai pas Elle- parlé. elle- Moi, elle je se ne peux pas répétait. parler, Elle hein. se Qu'on répétait. laisse, qu'on laisse qu'elle Oui, elle finisse. se je ne répétait. répétais pas, Si. Père Bobo. Quelle laisse C'est vous qui m'embrouillez. Laissez-moi aller Non, jusqu'au non, bout vous de mes avez pensées. dit ça 3 fois, ma fille. Je vais aller jusqu'au bout de mes pensées parce que aujourd'hui on voit le mal parce qu'elle va envoyer l'enfant au village. Si l'enfant reste là-bas, il meurt. Ça va faire que c'est la dame qui avait fait que. On voit seulement que non, elle renvoie l'enfant au village. Si c'était son enfant, elle allait faire quoi? Non. Oui, justement, Non. c'est une bonne question. Non, Si non, non, c'était non. son enfant, Ne elle restez avait pas quoi? derrière, vous dites que si c'était son enfant, est-ce qu'elle allait envoyer son enfant? Oui. Même mon enfant a droit au même traitement que cet enfant. Et tu termines par là. Je ne donne pas le lait à mes enfants. Tu fais ce qui n'est pas bien, je te sanctionne et bien. D'accord, Parce très que bien. si elle meurt demain, tu peux aller rester chez quelqu'un. Sanctionne donc cet enfant aussi. Quand l'enfant va avoir les pour sérieux qu'il soit problèmes, c'est où bien. sa vraie famille va sortir. Comme à l'arrêter qu'il a fumé le bang, on va dire que est-ce que la femme était là pour l'éduquer? Mieux c'est de battre le fer quand c'est chaud. Tu retouches ton père ou tu pars chez grand-mère. J'éduque mes enfants comme il se doit. D'accord. Demain tu vas aller fumer la drogue Vraiment, et commencer à porter l'arme. voilà. Très bien, c'est bon. On va dire une bête. Non, c'est bon, Encore ça. c'est bon, tendance. C'est vous qui me poussez à Non, répéter. Non, tu l'as justement, déjà dit. parce que vous ne Alors, trouvez pas euh, Comment ça arrêter là? Alors, je sais pas alors comment. Charles Abel et Mbombok, je pense qu'on a, Je peux on aller a chercher quelqu'un, clairement, on a c'est clairement moi en prison. entendu vos J'ai- points j'ai de trop vue passé. et vos indications, vos instructions sur cette histoire. On va tout de suite aller prendre ce que pensent nos téléspectateurs ce matin. Florazé. Dommage que je n'ai pas parlé ce matin. Moi, Première je n'ai pas réaction. Quel avenir pour l'enfant camerounais? Avant Ah, d'accord. Mhm. On va donc prendre une autre réaction de ce matin. Le nom que vous donnez à un enfant a une influence sur lui. Il est nécessaire de bien connaître la signification des noms avant de les utiliser. Certains parents refusent d'ailleurs que leur petit-fils porte leur nom pour ces raisons-là. C'est Georges Mbachou qui réagit. Merci, Georges Mbati. Il ne faut pas renvoyer cet enfant au village, hein. Ça veut dire qu'on a plutôt tout gâté. Le conseil que je donnerais à cette femme, c'est de garder l'enfant, essayer juste d'encadrer ce dernier et aussi assurer un suivi en lui faisant faire une sorte de thérapie. C'est Jules à Gaoundéré qui réagit. Ce couple peut prendre bien et encadrer cet enfant en lui donnant une bonne éducation. Si c'était son enfant, que ferait-elle? Bonne question. Ce qu'elle oublie, c'est qu'elle-même peut mourir. Cet enfant Laissons, je vous en prie, qu'on termine avec les messages. Florazé. Le vol dans la marmite est une affaire d'enfance dont nous sommes tous passés. Nous sommes passés par là. Que celui qui ne l'a pas fait lève la main. C'est ça. Bon, je pense. Voilà. Autre message, je conseillerais à cette maman de garder cet enfant et de mettre tout simplement tout le monde à la maison sous surveillance, de mettre beaucoup plus de pression au niveau du changement et du comportement, parce que c'est souvent le laxisme et de la grande-mère justement qui est à l'origine de l'égarement de cet enfant. Merci Absolument. beaucoup pour ces messages. On a ce matin épilogué sur la question de l'encadrement de l'enfant qui vole. Comment on dresse un enfant qui vole, comment on résout cette question d'éducation. On a suffisamment parlé sur ce plateau. Le temps pour nous de passer au prochain stop de l'émission. Je m'interroge ce jour
sur la question de la gestion des hôpitaux dans ce pays. Quelle est l'identité des individus qui administrent nos formations sanitaires, mieux nos hôpitaux? Comment comprendre le fait que les fonctionnaires du corps de l'administration de la santé publique, chargés de l'administration et de la gestion des structures de la santé publique, ne soient pas aux commandes de leurs affaires, comme le stipule le décret numéro 2001/145 du 3 juillet 2001, portant statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé publique? Comment comprendre donc que cette catégorie de personnel, dont la formation a été lancée depuis quelques années, ne soit pas aux commandes de leurs choses, pour parler trivialement, et que ce soit dans la pratique des médecins qui continuent d'assurer la gestion administrative des formations sanitaires? Pourquoi donc nommer les médecins à des fonctions administratives alors que le décret numéro 2001/145 du 3 juillet 2001 portant statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé publique est clair à ce propos dans son article 3 alinéa 1 qui stipule que les fonctionnaires du corps des médecins posent les actes médicaux et les actes subséquents? Comment comprendre cette gestion abracadabra de nos formations sanitaires? Cette inadéquation entre les ressources financières et les missions des établissements, un déficit de plateaux techniques, une absence de planification opérationnelle, une organisation technique anarchique et une gouvernance digne du XIe siècle. Comment comprendre que l'ensemble de nos hôpitaux soit plus administré que géré? Comment comprendre qu'alors que les pays d'Afrique, à l'instar du Niger et du Sénégal, se battent pour rivaliser avec les grandes puissances occidentales, l'on assiste chez nous à une absence d'outils de gestion, absence de la comptabilité, manque de critères économiques dans la prise de décision, absence d'équilibre des comptes, insuffisance du système d'information hospitalier ou encore de la gestion des équipements? Comment comprendre que le personnel technique n'a pas de fil conducteur, avec les conséquences qui vont crescendo, à l'instar du mauvais accueil des usagers, l'absence de la permanence dans les soins, les coûts de soins élevés, la complexité des mécanismes de prise en charge des malades, une absence de protocole dans le diagnostic et la thérapie? Comment comprendre qu'alors que l'on présente au peuple les IRR, initiatives à résultats rapides, l'on dénote encore dans nos formations sanitaires une inefficacité dans la gestion des ressources sanitaires? À ce titre, la démotivation et la mauvaise gestion du personnel sont des manifestations d'une absence de gestion des carrières, une absence ou un non-respect de la réglementation dans le recrutement du personnel. La conséquence principale est en fait, ou de fait, l'insuffisance de la prise en compte du patient au sein de l'hôpital. Savez-vous que la gestion financière est peu satisfaisante dans nos formations? Savez-vous que la gestion des crédits de l'État est complexe? Les recettes propres des grands hôpitaux peu sécurisées. Savez-vous que les hôpitaux se contentent de l'utilisation des allocations financières de l'État et de diverses subventions? Or, le chiffre d'affaires qu'ils réalisent est très élevé. Où va donc cet argent? Allez savoir. Savez-vous que le système d'information hospitalier, bien que très complexe, est très mal géré? La collecte des informations sanitaires est encore très insuffisante pour le suivi des malades. Savez-vous que la gestion du patrimoine hospitalier est trop insatisfaisante? Les équipements et le matériel ne connaissent pas un suivi adéquat. Les coûts des prestations se retrouvent élevés parce que les ressources matérielles sont de plus en plus réduites. Savez-vous que l'hôpital public fonctionne comme une administration dans le respect des principes de réglementation et de hiérarchisation sans culture du résultat? La logique dominante étant celle de l'État distributeur des crédits qu'il juge nécessaire pour l'apport des soins aux populations. Conséquence, on a des médecins qui, au lieu de poser des actes, se retrouvent à être des administrateurs sans avoir reçu une quelconque formation. Résultat, au final, voilà dans quel état se trouvent nos hôpitaux, dans un état de décrépitude très avancé, avec des malades qui se cherchent et des gardes malades qui sortent plus malades qu'ils ne sont entrés à l'hôpital. Merci beaucoup, Chalamel Mbachou. Au cœur de la triste affaire Koumatekel, souvenez-vous, à l'hôpital La Quintini de Douala, on avait
beaucoup épilogué, beaucoup échangé, beaucoup parlé de la santé au Cameroun. Et à l'époque, il y avait une dame, une Camerounaise qui vit en France, Véronique Lemann, qui est une administratrice des hôpitaux, qui avait émis quelques réformes à faire pour le Cameroun et avait dit clairement que le Cameroun souffrait d'une question de management au niveau de ses centres hospitaliers. Et elle estimait qu'il était urgent pour ce pays de mettre en place un cursus de formation de l'administration des hôpitaux au Cameroun de sorte à faire que ces dirigeants-là, ces managers-là puissent comprendre les enjeux du management d'un hôpital. Parce que, comme vous le savez, on peut être médecin, on peut être même footballeur, on peut être tout ce que vous voulez, mais on doit surtout avoir la capacité de management. Le management est une science, c'est un art, c'est un cursus, c'est une carrière. On fait carrière en management. Donc, le management, c'est cette question-là qui va nous préoccuper ce matin, à la lumière de cette colère ce matin de Chalamel Bachou, quand on voit la misère dans laquelle ploient nos hôpitaux au Cameroun et la manière avec laquelle ces hôpitaux-là sont gérés. Bon, Bengan, qu'est-ce qu'on demande aux managers de nos hôpitaux? Non. Et deux choses, si l'administration des soins n'est pas appropriée, que vous ayez une agrégation en management des hôpitaux, vous allez foutre, vous allez faire tout faux. C'est l'administration des soins, c'est tout. Il faut administrer les soins. Et pour les hôpitaux publics, il y a un côté recherche qu'on va élaborer. Maintenant, parce que ça engage le traitement des ordures hospitalières, ça a un traitement à part. Maintenant, je vais dire la rémunération du personnel médical également, c'est un cas, je dirais, particulier. Mais le problème dans notre pays, je ne suis pas contre l'administration, je vais dire une formation pour l'administration des hôpitaux, mais je pense que pour le cas du Cameroun actuellement, on n'en a pas tellement besoin. Puisque les mêmes médecins, lorsqu'ils créent leur clinique privée, ils ne cherchent pas un administrateur des hôpitaux pour diriger leur clinique privée. Il y en a même qui ont des cliniques qui dépassent les hôpitaux qu'on a, certains hôpitaux qu'on a. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est la conscience professionnelle. Là, et par rapport au serment qu'on prête. Mais dans notre pays, est-ce que le serment a sa signification réelle? J'ai dit non, à commencer par le président de la République. Il prête serment sur une chose, il va tout à fait faire le contraire et vous verrez les gens qui vont justifier ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'un médecin qui sait qu'il a été formé pour l'administration des soins, c'est bien. Pour les recherches, il peut bien gérer un hôpital, que ce soit de référence ou de quelque dimension que ce soit, il sait, parce qu'il a appris toutes ces techniques-là. Comment, étant étudiant, on canalisait les déchets, comment on reçoit les malades, comment on fait telle chose. Donc, moi, je pense que ce n'est pas ça. Le problème, c'est le laxisme qui existe d'une part et d'autre part, le fait pour l'État du Cameroun d'avoir considéré que les hôpitaux doivent apporter des bénéfices en fin d'exercice. C'est ça le problème et c'est ça qui a déjoué le curseur. Quand à la Quintini, dans nos hôpitaux généraux et dit des références, on vous dit par exemple qu'on attend de vous un chiffre d'affaires de 3 milliards de francs. Ça va devenir le commerce à ce moment-là et c'est ça qui a plombé tout ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qui fait que il va dire oui, mais j'ai le laboratoire, là, j'ai seulement quelques réactifs, là, bon, j'irons savoir. Parce qu'il va voir que, voilà, à la fin de l'exercice, les émoluments vont tomber comme ça. Il va laisser les machines qui vont faire l'échographie, bon, une est en panne, ou même ça peut tomber en panne, pendant que les gens vont peut-être à la maternité où la chirurgie fonctionne, ou voilà. Donc, il va chercher plutôt à engranger des bénéfices que d'administrer les soins. Parce qu'il faut le dire, le secteur de l'hôpital n'est pas pour engranger des bénéfices. C'est un secteur où l'État finance parce qu'on a besoin des citoyens bien en forme. Alors, Chalamel, donc,
dans la gestion des hôpitaux au Cameroun, du moins les problèmes que vous avez cités ce matin, vous êtes sur cette ligne que le management et la formation en management des hôpitaux, puisqu'on ne manage pas un hôpital comme on manage une entreprise lambda, on peut l'imaginer, la gestion des médecins, des ressources humaines et le sens des priorités, vous semblez le être sur cette ligne également? Monsieur Eric Fopoussi, faites un tour à l'hôpital à Kentini, l'hôpital général, les hôpitaux dits de référence, et demandez comment vous sort de la comptabilité. Puisque Mbobok dit, c'est normal, je ne m'oppose pas, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais comment se fait-il que la comptabilité a ce jouet flou? Il y a un manque de critères économiques, même dans la prise de décision. Rappelez-vous qu'il n'y a pas longtemps, le personnel médical est rentré en grève. Les personnels, les aides-soignants qui sont rentrés en grève, ils le revendiquaient. Si dans leur formation, il y avait un administrateur qui prenait tout en compte, qui savait écouter, il y avait un ensemble de départements pour le suivi, je vous assure qu'on n'allait pas arriver à cela. Chaque fois qu'il y a une situation qui se pose, on refait d'abord à Yaoundé. Il y a une situation qui se pose à l'hôpital général, on refait d'abord à Yaoundé. La preuve, ce sont des sous-directions désormais. Qu'il gère en termes de sous-direction du ministère de la Santé, M. Eric Fopoussi. Voilà là où est le nœud du problème. L'hôpital n'est plus bénévole, ne joue plus son rôle de bénévole. Monsieur Eric Fopoussi, comment comprendre qu'il n'y a pas dans nos formations sanitaires, il n'y a pas une unité de gestion des biens hospitaliers? On n'assure pas le suivi, le développement des équipements. Le suivi, je vous assure qu'il n'y a pas longtemps qu'on a amené un scanner. Le scanner fait à peine un mois, on arrive, on dit que la lentille, un mois, la lentille a eu des problèmes, la lentille cela s'est gâté. Qui était censé assurer le suivi d'une machine comme celle-là? Rappelons-nous les affaires des kits, des hémodialyses. S'il y avait une unité de gestion des biens et du patrimoine hospitalier, je pense qu'on aurait signalé à temps. Voilà ce qu'on attend. La gestion d'un hôpital, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire, c'est une gestion administrative. Ou bien une gestion d'une épicerie. D'une épicerie, il faut envoyer, on attend que Yaoundé envoie, on attend que Yaoundé réagisse, ça passe par la délégation régionale ou ça passe par X, ça arrive à Yaoundé, ça dort dans les tiroirs, pendant ce temps les malades attendent. Rendez disponibles les malades, les consommables, monsieur le Fopoussi. Il faut qu'on sorte de la logique administrative à une logique managériale de nos différents hôpitaux. La gestion est abracadabrante. Regardez comment on gère les déchets solides. Regardez comment on gère les déchets. Vous discutez avec le directeur, vous dites que non, vraiment, il y a une unité qui devait s'occuper de ça et tout. Vous voyez des bras qu'on a amputés, des chiens sortis de l'hôpital avec des bras qu'on a amputés. Vous trouvez des chiens qui sont en train de laper. De laper le sang qu'on a. Mais écoutez, vous imaginez ce que cela représente en termes d'administration d'un hôpital. Regardez comment sont gérés les personnels. Le profil même de carrière dans un hôpital, ça n'existe plus, monsieur Eric Fopoussi. Parce que celui qu'on a nommé, c'est le gendre du ministre de tel, parce que c'est le beau-frère de tel, parce qu'il épousait la fille, la sœur de tel. Mais monsieur Eric Fopoussi s'obéit à quelles règles? D'accord, très bien. Ça aurait obéi même s'il avait le diplôme d'administrateur des hôpitaux. Ok. Florazé. Alors, on se pose quand même des questions lorsqu'on entre dans nos hôpitaux au Cameroun et on voit la manière avec laquelle certains personnels nous accueillent. Le plus souvent avec une désinvolture et une forme, on va le dire, d'arrogance terrible. On a l'impression qu'il n'y a pas un chef, il n'y a pas un patron dans ces hôpitaux, il n'y a pas quelqu'un, un meneur d'hommes qui les accompagne, qui les manage, qui chaque semaine les reçoit, leur donne des directives, comment on va faire ci, comment on le voit ailleurs, puisque qu'est-ce que Véronique Lemann expliquait quand elle arrivait, quand elle m'avait parlé de l'administration d'un hôpital. Elle m'a dit, l'hôpital a ses spécificités. L'employé que tu as face à toi n'est pas le même que dans une entreprise lambda. Tout à fait. Il y a une manière de lui dire comment il doit se comporter avec l'entreprise, avec l'hôpital, avec l'institution hospitalière. Et donc, elle semblait dire, mais comment les infirmiers ont pu faire ce qu'ils ont fait à Monique Kouma-Tekel, alors qu'il y a un management à l'hôpital, la Kentini de Douala. Donc, est-ce que ces questions-là, évidemment, ne vont pas, au final, un jour, être prises en compte dans un pays comme le Cameroun, puisqu'on voit qu'ailleurs, dans d'autres pays, ça fonctionne? Oui, Eric Fopoussi, parce que, comme Mbobok l'a si bien dit, et vous-même vous l'avez dit, c'est-à-dire que l'attitude managériale d'un hôpital n'est pas la même qu'une entreprise ou alors comme Equinox Télévision et autres. Parce qu'on y va
L'hôpital est conçu pour administrer des soins. Donc on parle d'humanisme. Donc ça veut dire que quand vous avez un blessé devant vous, avant même de savoir de quel sein il sort ou de quel quartier il arrive et tout, vous lui administrez d'abord le soin. Donc sur le plan mental psychologique, c'est-à-dire que le personnel administré, c'est-à-dire que l'hôpital est là pour administrer les soins, administrer mais le personnel médical, beaucoup plus sur le plan psychologique et même sur le plan matériel notamment. C'est-à-dire, on va vous dire que le personnel médical est un peu lésé et du coup, ça joue, c'est une influence négative sur le traitement qu'ils peuvent donner aux patients aux uns aux autres. Ça, c'est un point très noir. Et même, l'administration d'un hôpital doit beaucoup jouer, je veux dire, s'appesantir sur le volet social. Il n'y a pas plus tard 2 semaines, on vivait un cas très négatif à l'hôpital central de Yaoundé où des femmes étaient à même le sol et autres. Comment justement l'attitude managériale est prise en compte ou elle est orchestrée à l'hôpital central de Yaoundé? C'est autant de cas. Donc il faut un peu... Tout à fait. Donc il faut un centre, un volet social. En fait, c'est ça le destiné. Oui, c'est ça en fait. La priorité justement de l'hôpital, c'est le social. Et non, venez nous faire des fiches comme quoi à la fin de la semaine, il faut faire 100 000, 1 million, 2 millions et tout. Mais non, mais sauf que c'est la réalité. Hein? Avant, on a croulé sous l'effet du code, etc. et tout. Quelqu'un est malade, mais avant d'aller se faire soigner, il faut déjà appeler la tante pour amasser une certaine somme d'argent et aller se faire soigner. Vous voyez, et en cours de chemin, vous clamsez. C'est justement dans ce type de logique que le Camerounais est. Parce que justement la politique de santé au Cameroun est très mal. Alors moi je me pose la question, est-ce que dans les hôpitaux ils ont prévu des boîtes à suggestions pour savoir ce que pensent les patients et est-ce qu'ils prennent en compte les suggestions des patients? Parce que ce n'est pas seulement de dire que voilà, dites ça. Mais il y a des boîtes, moi j'en ai suggéré au moins 1 million de fois à la cantine. Donc c'est toutes ces questions-là qu'un manager, parce qu'il y a cet ouvrage du professeur Viviane Buwale qui dit que au Cameroun, les personnes qui sont chargées de gérer les entreprises ou bien les institutions qui leur sont confiées n'ont pas suffisamment d'intérêt à ce que pense la clientèle, du moins ceux pour qui ils sont là. Et c'est bien dommage parce que c'est les patients qui doivent vous remonter l'information de ce que votre institution est efficace, est performante. En attendant, sur la question de ces hôpitaux, de ces directeurs d'hôpitaux au Cameroun, comment tu penses cette question de la gestion des hôpitaux? Moi, je dis souvent qu'ici au Cameroun, là, pour être docteur, il faut d'abord avoir un cœur sensible. Si tu n'as pas un cœur sensible, refuse d'être docteur, fais autre chose. Un docteur, c'est celui qui doit prendre soin des malades à temps et à l'heure. C'est plutôt dans les cliniques privées que tu vois, quand tu arrives, on te reçoit bien. Mais les hôpitaux privés, c'est du bois. Tu arrives même que tu vas accoucher, on commence à t'insulter d'abord pour commencer. Que madame, donc ce n'est que rien que les contractions que vous réveillez tout l'hôpital comme ça. Pardon, circulez là-bas. On n'a pas besoin de ça. Même quand une femme en travail, elle a besoin qu'on la console. Quand tu la consommes, ça fait que même si ça fait mal, elle supporte. Ça fait mal, même tu l'accueilles, ouais, maman, laisse, ça va, elle supporte. Mamie, viens, entre en salle d'accouchement. Ma chérie, fais ceci. Mais quand vous grondez, ça nous bloque psychologiquement. Donc, si vous n'avez pas le cœur sensible pour être docteur, refusez de fréquenter pour être docteur à l'hôpital, au Cameroun. Refusez de fréquenter pour ça. Ayez d'abord un cœur maternel, d'accord, encore paternel. Ok. Un cœur paternel. Un bon cœur, quoi. Un bon cœur. Voilà. Merci beaucoup, Janabel Mathieu, pour cette colère. On va d'abord, évidemment, on va vous dire merci encore plus et vous inviter, madame, monsieur, à nous retrouver dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. Le Zénith, nous sommes le jeudi 16 août 2018, un plaisir immense, non dissimulé de vous accompagner comme chaque matin entre 10h et 12h sur Equinox Télévision, la télévision qui au-delà de l'image vous rencontre, la télévision qui vous dit la vérité, la télévision de l'information vraie. Et pour cette deuxième partie de l'émission, permettez-nous, madame, monsieur, de prendre quelques réactions que vous nous envoyez via les numéros qui s'affichent régulièrement au bas de votre petit écran à la maison. Et c'est Florazé qui va s'en charger. Florazé.
Alors, première réaction ce matin, au Cameroun, on ne donne pas. Bon, bref, je vais commencer par le début. Nous devons j'aimerais vous faire comprendre qu'il est 1000 fois mieux qu'un médecin dirige un hôpital, qu'un administrateur venu de l'ENAM. Regardons un peu le ministère de la Santé publique, qui est donc dirigé par un ingénieur en bâtiment de formation. Dans ce pays, il y a donc plusieurs spécialistes en santé publique et autres. Donc, laissons les médecins qui maîtrisent la gestion des soins, gérer donc les structures hospitalières. Autre réaction, les hôpitaux au Cameroun travaillent lorsque les caméras passent uniquement. C'est Noah qui réagit. Voilà. Ce sont personnel. Le véritable problème des hôpitaux est l'administration des soins, puisque ceux-ci sont habilités, ils sont très mal traités, non seulement par le gouvernement et justement par les hôpitaux même. Sur 100 personnels soignants, surtout les infirmiers et aides-soignants qu'on recrute, à peine dans la fonction publique, ils touchent 15 à 30 000. Et comment donc ne pas vivre ce type de situation? Nos hôpitaux sont devenus des marchés. On y trouve même déjà des démarcheurs pour rencontrer des médecins, docteurs. L'argent prime sur le secours de la santé. C'est cette attitude qui est plus criade dans nos hôpitaux publics qui devrait, ma foi, donc être réprimandée. C'est Emmanuel Youmsi qui réagit à Kribi. Merci beaucoup à vous pour ces nombreux messages, vous qui nous regardez par le Cameroun, l'Afrique et même dans le monde entier. Merci infiniment de nous rejoindre sur Equinox Télévision 10-12 le Zénith. Juste après ces messages florazés, nous vous refaisons confiance, on va le dire ça comme ça, pour la revue des réseaux sociaux. Tout à fait, Eric Fopoussi. Pour ce jeudi, nous avons 3 informations et nous parlons en politique et puis notamment avec le SDF et puis Joshua Oshi qui a donc réitéré sa position, la position de son parti bien sûr à l'occasion de la présentation également officielle de son QG de la campagne déjà c'était hier lors d'une conférence presse qu'il a organisée. Et puis on rappelle qu'il était question également pour lui de présenter non seulement son QG de campagne mais surtout la stratégie de déploiement territorial. Il est donc revenu également sur la question centrale, la possibilité d'une coalition avec les autres candidats, justement dans le but d'une issue favorable, une force pour le prochain scrutin. A-t-il déclaré ceux qui ne sont pas avec nous sont avec Bia, a-t-il indiqué. Donc le SDF tend ainsi la main aux autres partis de l'opposition. Donc fini la polémique autour du oui ou non si le SDF est pour ou contre une possible coalition entre les partis politiques. Voilà, ce qui est quand même intéressant, c'est que Joshua Oshi hier a fait référence au 26 février 1990 et c'est important parce que lorsque le SDF décide donc de se mettre en place, c'est pour conquérir le pouvoir. Et donc, il a estimé que tous ceux qui souhaitent se mettre dans cette dynamique-là peuvent donc attraper cette main tendue. Bon, Robin, comment doit-on interpréter cette déclaration de Joshua Oshi hier à l'occasion de la présentation de son QG des campagnes? Je pense que j'ai vu un candidat déterminé. Un candidat déterminé pour 3 raisons principales. Je vais aller vite. La première, c'est qu'il a montré le déploiement des volontaires pour le contrôle des bureaux de vote. Déjà 30 000 recrutés. Voilà, qu'il a dénombré. Et formés d'ailleurs. Voilà, et il est prêt à, j'allais dire, à grossir ce chiffre à 50 000. Voilà, au regard de nombre de bureaux de vote que l'ECAM aura créé. Et on parle de 26 000, je ne sais pas si c'est le chiffre. Ça peut arriver à 30 000, mais c'est vrai qu'il y a des problèmes dans certaines parties de notre pays. Oui. Il y a également le respect, et là, je lui tire un coup de chapeau, le respect des organes et institutions qui l'ont permis. Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire, il dit, je m'engage à une coalition, ça arrive, on va convoquer un congrès extraordinaire, parce que c'est le congrès qui m'a donné mandat. Justement, c'est ce respect qu'on demande d'abord à l'administration publique de tenir et également dans nos formations politiques.
Regardez ce qu'a fait le ministre Atangandi. Il nomme les responsables dans les partis politiques. Ça, voilà une décision qui décide. Il dit, je ne suis pas le président, c'est un appareil qui m'a poussé. Il m'a dit, va gagner les élections, va faire les coalitions. Maintenant, si les gens coalisent vers lui, c'est-à-dire que les portés, mais s'il dit, s'il faudrait que je désiste, je suis prêt, mais je vais convoquer tout vite un congrès extraordinaire qui validera. Voilà, il faudrait, quand les propositions deviennent sérieuses comme ça, de mon point de vue, ça veut dire qu'en face, on va commencer, on saura sur quoi tabler demain. Alors, cher Amel, quelle est votre lecture de ces déclarations de Joshua Oshi hier à l'occasion de la présentation de son quartier général de campagne QG, comme on dit? Monsieur Eric Fopoussi, je suis fatigué. C'est-à-dire? Je suis fatigué parce que tous parlent de coalition, tous parlent de tout, mais au fond, personne ne veut la coalition. Il dit, celui qui n'est pas avec nous sera avec bien. Donc celui qui n'est pas avec nous sera contre nous. Nous qui? C'est quoi, c'est l'ego? Nous, le SIF. Non, monsieur Fopoussi, monsieur, nous sommes à un mois. Nous sommes pratiquement un mois du déclenchement de la campagne. Le 24 septembre, on déclenche la campagne. Je ne pense plus qu'on devrait être en train de tabler là-dessus sur la question. Tel le leader passe sur la télé. Je pense, j'ai discuté, j'ai négocié. Nous sommes en train de... Nous qui? Cabral Liby a proposé que regroupez-vous. Asseyez-vous dans une salle comme les cardinaux. Votez. Très simplement, je pense qu'il faut passer par midi à 14h. Ils ne sont pas pour la coalition. Dites au peuple qu'on n'est pas prêt pour votre histoire de coalition. On va en rang séparé. Nous, on valide, c'est tout. Chacun se fait son idée sur son candidat et fonce. Et je crois qu'il y a des gens qui militent beaucoup plus pour qu'il n'y ait pas cette coalition. Donc vraiment, je suis désolé, monsieur Rikopoussi, de vous dire que vraiment tout ce qu'il a dit, tout ce qu'a dit Joshua aussi, il pignole, on tourne. Tout ce que ces candidats disent, ils tournent. Chacun part. Si c'est le SIF, celui qui veut s'aligner, s'aligne. Mais les histoires de coalition, vraiment, oublions. Tendance sur la question de la coalition. Vous ne dites rien de bon. Hein? Vous ne dites rien de bon et je n'entends même rien de ce que vous parlez. C'est tout. Tu veux que je vais intervenir, je vais dire ce que je ne connais pas. Je n'entends rien de ce que vous dites et vous ne dites rien de bon. D'accord. J'en ai terminé, Eric. Tu attends encore pour écouter quoi? Je vais écouter quelque chose. Alors, est-ce que... Vous ne faites rien de bon. Je vais encore me répéter. Vous ne faites rien de bon. Je n'entends rien de ce que vous dites. Alors, terminé. Est-ce que Joshua Oshi, Cabral Liby, Akeremouna, Maurice Kamto, Sèche Espoir Matomba, est-ce que ces leaders-là, pour toi, peuvent gagner l'élection si chacun va pour son propre compte à l'élection présidentielle? Oui, moi je dis oui. Bon, je pose la question à toi. Oui, ils peuvent gagner. Ils peuvent gagner en allant individuellement. Si les jeux sont clairs, on enlève le centre de vote à la présidence de la République. On enlève les centres de vote dans les casernes militaires. Par exemple, là, demandez au camp Yeyap ou à la présidence de la République. Quand vous irez, Cabral ou le SDF ou Kamto et MRC vont envoyer les scrutateurs. Il est interdit de filmer les procès verbaux. Or, Yaya Jammeh est parti par cela. On a battu Abdoulaye Wade à travers ces études. Donc, on filme les procès verbaux, on les a, y compris le procès verbal de l'ECAM qui fait foi. Oui. Parce qu'après, il y a une expression de fraude. Parce que même Limbi l'avait dit, mais je ne fais pas fraude. On fraude. Il dit, mais on ne peut pas. Moi, la fraude existe. On ne vous dit pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le procès verbal de l'ECAM soit les chiffres contraires aux autres procès verbaux? Voilà. Ça veut dire qu'ils ont un terme qu'ils utilisent, consolidation des résultats. On consolide quoi? On sort centre de vote du lycée d'Aqua ou de l'école publique d'Aqua. Tant nombre d'inscrits, tant nombre de votants. Qu'est-ce qui fait qu'à la longue, les CAM reviennent avec un procès verbal qui soit différent des autres? Et donc, ça veut dire qu'il y a un cabinet noir qui reprofile les choses. Et c'est précisément pour cette raison que les défenseurs de la coalition à tout prix disent et avancent que la nécessité de se mettre ensemble pourrait régler cette question de la présence de scrutateurs dans tous les bureaux de vote au Cameroun et de pouvoir donc être ceux-là qui vont attester de ce que ces procès-verbaux-là ont été normalement recueillis. Donc c'est à ça aussi que sert une coalition. Non, justement, non, nous tous, nous sommes pour la coalition. Vous avez dit, Amel est impatient.
Voilà. C'est ça, en fait, il traduit là ce que j'entends du peuple. Il est impatient. Oui. Bon, par exemple, peut-être moi, je crois encore peut-être, je suis naïf, mais je veux dire, il y aura peut-être 2 ou 3 qui vont coaliser. Mais je ne me fais pas... Vous êtes à 2 ou 3. Mais je veux dire, 2 ou 3 peuvent coaliser. Bon, mais maintenant- je dis, le problème pour moi, Oui. c'est que on peut battre Paul Biya même en allant à 8. Ok. Si Elekam joue un franc jeu, mais Elekam a commencé d'abord à jouer un mauvais jeu. Il fallait invalider la candidature de Paul Biya. Elekam a refusé d'invalider la candidature de Paul Biya. C'est D'accord. qu'il ne devait pas être candidat. Ok. Au regard de l'article 119 de la loi électorale, on devait demander au DPC d'investir quelqu'un d'autre. Bon, il y a Voilà. une question qui est, sur quelle base doit se faire cette coalition? Sur la base programmatique, parce que Joshua aussi a semblé nous dire qu'il fallait se mettre avec des gens avec qui on a quand même les mêmes idées sur le plan de ce qu'on veut faire du pays, ou simplement une coalition stratégique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on mette de côté les programmes, on fait une arithmétique simple, et celui qui sera choisi comme le porte-voix de cette coalition-là va prendre l'engagement de faire une transition de 5 ans à l'issue de laquelle il va mettre le pays en mouvement sur le plan institutionnel et organiser une élection à laquelle il ne sera pas candidat pour que le pays soit un pays démocratique finalement. Justement, je pense que les deux peuvent être joints ensemble. Le programme est cela. Et je pense que pour aller dans le sens que développait Charles Hamel, là également, Cabral Liby a fait une proposition. Il a dit que de son point de vue, ce qu'il a vu, c'est que les programmes se rapprochent. Il suffit, il leur appartient seulement de se rencontrer, parce qu'il ne sait pas pourquoi ils ne se rencontrent pas. Qui se rencontre, lui propose une transition de 2 à 3 à 5 ans. Puisqu'ils sont d'accord qu'il faut réformer les structures de l'État, il faut. C'est-à-dire que pendant les 3-5 ans, celui qui sera porté à la tête de l'État ne sera pas candidat. Voilà, donc en fait... Donc, voilà, quand on appelait Cabral Liby 3 heures, laissez les téléphones. Et je dis, Cabral l'a fait par écrit. C'est-à-dire, il a écrit aux 7 autres en leur disant, regardons, et Kindi qui s'est présenté facilitateur. Je pense que pour ce qui reste à Joshua de faire, c'est de se rapprocher de Kindi en lui disant, je vous accepte comme facilitateur, vous nous avez montré en 2004 en désistant au profit de Frundi, vraiment facilitez-nous cette histoire-là. On bat Biya, 3 ans après, on refait toutes les élections générales dans l'autre pays. Ils vont laisser l'arrogance à qui leur est ça. Je pense que Cabral, sur ce point-là, a trouvé la formule juste. D'accord. Alors, Florazé, l'autre information ce matin, je vous en prie. Oui, il y a Eric Foposi, encore de la politique. Après Joshua aussi, on s'intéresse à un tout autre candidat à Keremouna. Pour nos téléspectateurs, vous l'avez vu justement sur nos antennes donc hier. Et puis on revient sur une de ses déclarations également qui fait couler beaucoup d'encre aussi sur... à travers les médias, et puis on parle parce que c'est la revue des réseaux sociaux, et qui a donc déclaré qu'il avait fait également une requête qui pouvait justement renverser les résultats des élections présidentielles. On se rappelle en 1982, mais le SDF, 12, pardon, autant pour moi, mais le SDF l'a donc retiré, on le rappelle, en écrivant justement à la Cour suprême, même autre chose, c'est qu'il n'avait pas mandaté, il n'avait mandaté aucun avocat justement à cet effet. Alors voilà donc une déclaration qui vient donc remettre un tout autre goût justement à travers ces élections, l'élection prochaine, à travers de telles déclarations. Que faut-il penser maintenant d'Akeremouna? En tout cas, je vous laisse le soin, Eric Foposi, de vous apaisantir sur cette déclaration. Alors bon, Bengal, c'est une déclaration forte. Il avait déjà dit sur Radio Equinos il y a quelques mois sur la vérité de ce qui s'est passé en 92, puisqu'on sait très bien qu'il y a des voix qui s'élèvent. D'aucuns disent que Frundi, le candidat de l'Union pour le changement, avait gagné l'élection. D'autres disent que l'élection proclamée à l'époque par la Cour suprême était les résultats normaux de cette élection-là. Quand il le dit, pour vous, ça change quoi? Ça change, ça renvoie à la culpabilité d'abord d'un candidat à l'élection et peut-être de son parti.
Deuxième chose, ça renvoie à la vérité. Parce que c'est la vérité qui libère. Vous entendez souvent qu'un ancien directeur de la CIA a commis un ouvrage. Dernièrement, le général Suarez en Algérie Suarez écrit. Oui. Ici, chez nous, les gens n'écrivent pas. Vous avez dirigé, je pense que un ancien commissaire, Pierre est là. Il a dirigé les renseignements généraux au Cameroun. Il a commis des ouvrages. C'est ce qu'on voudrait. Donc, ce que dit Akere Mouna, qu'on devrait contribuer à assainir l'environnement politique au Cameroun. De se rendre compte que lorsque Froundi parle de la victoire volée, c'est lui qui n'a pas voulu prendre sa victoire, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il n'a pas voulu faire prospérer la requête auprès de la Cour suprême qui avait la charge de proclamer les résultats. Et il nous a menti en disant, j'ai dit Pandamouele parce qu'il est nommé par le président Biapa. Non. Or, ça n'a pas été le cas. Donc, peut-être ça peut crisper l'atmosphère au sein du SDF, mais il faut dire cette vérité-là. Donc, moi, je soutiens Akere Mouna sur ce point-là. Donc, c'est-à-dire, il faut dire la vérité. Je ne dis pas que je vais voter pour lui, dans le soutien ou pas. Donc, c'est pour dire qu'on va aussi attendre la réaction de John Froundi. Qu'il attende ou pas, Akere Mouna, Bernard Mouna, Célestin Monga, Achille Mbembe, Kamto, Mongo Betty, Abel Yinga, j'en citerai, ils étaient derrière. Donc je parle des personnalités qui étaient personnalités de la société civile à l'époque. Derrière John Froundi, c'est eux qui avaient tenu l'Union pour le changement. Voilà, Jean-Michel Tekam et autres. Ouais. Donc en fait, si il le dit, d'abord il est allé plus loin en disant comment le ministre Kongchou a falsifié les résultats, en proclamant les résultats qui étaient faux. Donc, quand il le dit en connaissance de cause et de conséquences. Alors, parce que quand je dis, ça change quoi? Est-ce que dans l'opinion, ça vient conforter l'esprit des Camerounais un peu, pas conforter, vient rêver les Camerounais qui pensent que les élections au Cameroun sont souvent gagnées d'avance et qu'il est impossible pour un candidat de gagner l'élection au Cameroun? Non, justement, ça vient conforter les Camerounais que si vous votez contre quelqu'un, vous pouvez gagner, que l'opposition peut gagner. C'est ce que veut dire Akere Mouna. Et ça me réconforte. D'accord. Donc, commencez à sanctionner celui qui vous a présenté un bilan. C'est lui, il y a quelqu'un qui a un bilan à défendre et les autres ont des propositions à faire. Mais on fait comme si, oui, mais que le président Biya, il va proposer, c'est un homme de paix. Il laisse la guerre, on vous dit qu'il promet la paix. D'accord. Les routes sont complètement délabrées. Il vous dit qu'il va faire des routes. Bon, c'est compris. Sur le bilan du président Biya, c'est compris. On ne fera pas comme François Hollande lorsqu'il s'adresse à Nicolas Sarkozy en 2012 en disant que votre boulet, c'est votre bilan. On ne fera pas ça sur ce plateau. Alors, Charlamel Bachou, que signifient pour vous ces propos, ces déclarations d'Akere Mouna? Je ne vais pas suivre Mbombok dans ce qu'il a développé, mais je veux dire que on est en train de s'ouvrir vers un scénario à la Jean Ping. Pourquoi je le dis? Au Gabon? Oui, on est en train de s'ouvrir à ça. C'est-à-dire que tous les candidats savent qu'ils vont passer. Ne soyez pas surpris qu'au soir, il y a des individus qui commencent à dire j'ai gagné. J'ai gagné. Rappelez-vous de ce qui est arrivé. Parce que ça, la répétition est la mère des écoles. C'est pas aujourd'hui qu'Akere le dit. C'est une répétition qu'on est en train de faire passer en disant on a détourné. Sachez qu'en 92, on a détourné. Les acteurs du détournement, c'était tel et tel. Les acteurs clés, c'était tel. D'ailleurs, même Froundi a joué tel rôle et tel rôle. Monsieur Fopoussi, c'est vers ça qu'on va arriver. À ceci que les Camerounais, les gars vont dire que comme en 92, tel a gagné, on a volé la victoire. Alors, on doit arrêter ce type de pensée. Non, s'il a les procès-verbaux qui justifient, il a eu tout le temps de décrier cela. Il a eu tout le temps de sortir. Nous sommes en train d'aller vers un schéma. Il le dit depuis qu'il a déclaré sa candidature. Oui, c'est ce que je suis d'accord avec vous. Depuis qu'il a déclaré, ça peut être lui le candidat. Qui dit que nous j'ai gagné. On a raconté les voix aux États-Unis avec Al Gore. Est-ce que si on a raconté les voix, on peut raconter les voix? On doit il y a un recomptage de voix avec Al Gore et Bush aux États-Unis. Et je rappelle aussi, et c'est important que vous fassiez cette référence au Gabon avec Jean Ping et Ali Bongo, surtout sur la circonscription au Goué, où il y avait eu près de 100%, ce qui était
absolument incroyable. Incroyable et impensable. Impensable, donc pour évidemment rattraper le retard des premiers résultats qui donnaient gagnant. Nous n'allons pas. Il faudrait que les Camerounais savent. Oui. C'est bien beau de faire une telle déclaration, mais prenons avec des personnes parce que chacun va dire attends, j'ai gagné. Oui. Il ne faudrait pas que 92 se répète encore en 2018, monsieur. D'accord. Alors, Tendance, que penses-tu des déclarations, des propos de Akere Mouna sur l'élection présidentielle de 92 au Cameroun? Qu'est-ce qu'on s'était dit, Eric? Que quoi? Qu'est-ce qu'on s'était dit sur le plateau aussi? Quel problème politique? Tu vois Père Momo, tu vois Charles Lamène. Je ne t'avais pas dit ça. D'accord, ok. Tu me cherches un problème, pourquoi? D'accord, c'est bon. Je te Ok. dois quoi, Eric? Ça marche. Pose-moi encore une question politique ici, toi et moi. Ok, ça marche. Problème politique. Voici Père Momo, il répond pour moi. Ok, c'est compris. Alors, Florazé, on va aller rapidement prendre la dernière information, je vous en prie. La dernière et la troisième, c'est bon, on reste en politique et surtout avec Elekam qui lève enfin le voile sur les raisons du rejet des 18 dossiers de candidature justement à l'élection présidentielle pour cette année 2018. On rappelle qu'en dehors d'Olivier Billet, on a également, en tout cas le seul candidat recalé pour défaut de caution. Cet homme prétendant a été incapable de présenter un simple extrait d'acte de naissance. L'élection présidentielle au Cameroun est-elle devenue une sorte d'épicerie? Et puis à la lecture des motifs du rejet, excusez-moi, de certains dossiers de candidature pour le scrutin du 7 octobre prochain, on constate que le relèvement de la caution de 5 millions à 30 millions n'a pas suffi à rendre plus sérieux cette élection. Sur les 28 dossiers, les candidatures enregistrées par Elekam, on a constaté que certains ont brillé par l'absence de certificat de versement de cautionnement, absence d'extrait d'acte de naissance, absence de liste de 300 signatures, entre autres. Ces 18 candidatures rejetées que certains internautes appellent d'aventuriers qui sont donc venus un peu s'aimer du désordre et essayer de désorienter cette élection présidentielle, Eric Fopoussi. Alors, il faut dire que le Conseil constitutionnel de Clément Atangana aura peut-être la clémence demain de repêcher quelques-uns de ces candidats-là, on ne sait pas. Et y a-t-il un suspect, Bengan? Oui, moi je pense que Olivier Billet, Il avait demandé la clémence parce qu'il avait souhaité que les bureaux des impôts, j'allais dire, fassent une prolongation comme l'a fait l'ECAM, qui était ouvert jusqu'à minuit. Bon, si ces bureaux étaient ouverts jusqu'à 20h, au Trésor, voilà, au Trésor, il aurait déposé sa candidature. Bon, il a plaidé pour qu'on lui fasse la clémence. Je pense que c'est le seul qui est sérieux, voilà, qui est sérieux. Oui. Et il a dit clairement ce qui lui manquait dans son dossier et c'est ce que l'ECAM a dit, c'est-à-dire non-versement de cautionnement. Mais pour les autres, comment tu peux aller faire un dossier? Tu oublies de légaliser ton acte de naissance. On devait même les enfermer, Donc, entre nous, même les concours d'entrée en sixième, l'enfant sait que ça doit dater de moins de 3 mois. Toi, tu légalises ça depuis 5 ans. 2013. Et puis 5 ans, tu légalises ton essai de naissance, tu viens déposer. Et après, c'est toi qui gueules. Non, que tu sais que tu devais te disqualifier à la fin. Est-ce que ça ne pose pas aussi le problème de la banalisation de cette compétition électorale qu'est la présidentielle? Non, justement, comme on dit... Est-ce que les gens prennent au sérieux cette affaire? Ceux qui ne prennent pas au sérieux, c'est eux qu'on ne doit pas prendre au sérieux. Donc ça traduit la personnalité de chaque individu qui veut se présenter. Bon, vous avez vu ce monsieur de Bertin qui bavardait partout. Bertin qui sont venus en règle, même nulle part. Pour totaliser, c'est que Bertin qui sont... On a rejeté. Mais il a Podengui en même temps. Hein. Il faut dire qu'il a déposé sa candidature. Il a envoyé ses Chantal Roger, tu es pareil. Vraiment. Lui, il se retrouve à venir alors que son extrait date de 2013. Oh, vraiment. Voilà, le sage, Billet a dit, je n'ai pas posé à temps. Pardonnez-moi qu'on prenne. En tout cas, nous sommes dans les temps, madame, messieurs. C'est la fin de cette revue des réseaux sociaux. Merci à vous, Florazé. On va rester sur vous parce qu'on va prendre quelques réactions aux différents sujets que nous avons abordés sur ce plateau. Donc, les SMS des téléspectateurs ce matin, Florazé. Oui, alors les hôpitaux au Cameroun, j'ai pris au pif, au Cameroun, ne valent vraiment pas la peine car lorsqu'on on a un cas grave qui arrive auprès d'eux, s'il n'y a pas d'argent à l'instant, il n'y a pas de soins. Autre SMS ce matin.
Voilà. Il y en a tellement. Au Cameroun, on ne donne pas des postes par mérite, hein, par capacité, ni par aptitude. Les postes nominatifs sont devenus l'affaire familiale, politique. Et puis l'homme qui est un patient ambulant n'est plus au centre de toute action de préoccupation. Prenons un secteur comme celui de la mort, un secteur névralgique comme celui de la mort. Pour un hôpital... J'aime beaucoup vos termes névralgiques. J'aime beaucoup névralgique. Voilà, un secteur comme la morgue. Si il y avait une administration complète, est-ce que les corps allaient entrer en putréfaction? Est-ce qu'on devait confondre des corps? Est-ce qu'on devait avoir des individus qui procèdent par le trafic des organes humains? Si on parle d'administration, ne serait-ce qu'à ce niveau, monsieur Rifopoussi, ou lorsque vous arrivez, vous dites même que vous venez déposer, on vous dit que non, vous payez d'abord ça. Ça, c'est l'argent qui va, permettez-moi l'expression, sur le croque-mort ou sur le morguier. Vous devez lui donner son argent pour qu'il garde bien votre corps. Maintenant, vous devez payer le formol. Vous devez payer ci, vous devez payer ça. Mais qu'on arrête un peu ça. Ce n'est pas administré, monsieur Rifopoussi. Vous tombez malade, vous arrivez à l'hôpital. Vous avez fait un accident, monsieur Rifopoussi. On arrive à l'entrée de l'hôpital, il n'y a pas de brancardier qui va devoir vous prendre avec le brancard pour vous ramener à l'intérieur. On demande que vous venez avec le taxi. C'est le taxi, on ouvre le taxi pour que le taxi vienne garer à l'entrée et qu'on se batte à vous porter même si vous avez le pied qui balance. Lorsque vous arrivez, vous faites asseoir. On vous dit allez payer tel code. On vous fait les papiers. Vous devez aller payer. Si vous arrivez, vous trouvez 30 personnes qui font la queue à la caisse, vous vous alignez. Vous attendez que les 30 personnes qui sont devant vous payent d'abord. Lorsque vous payez, vous allez à la pharmacie. On vous donne les gants. On vous donne ceci. On vous donne cela pour qu'on puisse toucher votre accidenté. Arrêtons ça. Donc il y a aussi, et ça c'est un proche qui me le confiait tout récemment sur cette question de gestion des hôpitaux, parce qu'il ne suffit pas, Charles Hamel, et ça je vous suis, de prendre des décisions. Voilà. Encore faut-il suivre l'exécution. Merci. Est-ce qu'il y a un Merci suivi d'exécution? Dans le cas de code, Oui. Lorsque le docteur Tonnet apporte cela, dans le jargon hospitalier au Cameroun, il avait dit que c'est la mutualisation pour le soin des malades. Ça veut dire que Mbombo qui arrive, accidenté de son état, on le prend d'abord en charge parce qu'il y a une mutuelle qui cause là. Même Mbombo sait qu'il a une dette. Oui. Par rapport à ça, par exemple, le code de 25 000 à donner par jour, mais on le prend d'abord. Maintenant, il pourra payer, ou bien les gens qui le suivent vont payer plus tard. Tu ne payes pas, on te rappelle que non, tu as 2 codes à payer, 3 codes, mais les soins continuent. Donc, ce n'est pas le cas. Il faut d'abord aller payer le code, venir avec le ticket. Non. À l'hôpital de Métèque, je dis de Métèque, celui qui connaît Métèque, le directeur a fait construire son bureau à l'entrée. Son bureau est à l'entrée de l'hôpital. Ça veut dire que lorsque le patient arrive, il voit. Il suit. Et il a les téléphones. Son rôle, il est plus que le réceptionniste, il a les téléphones. Il appelle, ce patient va où? Est-ce qu'il a déjà été pris en charge? Amenez-le chez docteur tel. Il connaît le ratio de chaque médecin en termes de consultation. Mais voilà ce qu'on demande à monsieur Rifopoussi. Il y a le code alors qu'à la cantine, il y a le poste de police. Je crois qu'il y a un poste de police à la cantine. Non, le code, c'est les cotisations qu'on fait les malades. Je connais le code depuis un moment. Avec le poste de police, là, il y a encore les histoires. Non, on dit que les gens volaient les matériels là-bas. C'est pour ça qu'il y a la police. D'accord. J'espère que la police va bien surveiller parce qu'on vous connaît. Oui, Florence, allez-y. Les hôpitaux... Alors, l'enfant ne doit pas, pour l'histoire du jour, l'enfant ne devrait pas rentrer. Ça peut créer une sorte de dissolution dans la famille. Et sans oublier que tout mal se traite. Et on peut encore guérir cet enfant. On doit seulement l'encadrer et être regardant sur son éducation. Cet enfant ne changera jamais. Il est à la recherche de ses parents. Donc, remettez qu'il aille chez son père. En fait, c'est Rosine qui réagit. Cette maman ne devrait pas agir ainsi. Renvoyer cet enfant, mais elle devrait plutôt l'éduquer et passer de bonne manière pour l'enfant. C'est vrai, c'est pas facile, mais il faut beaucoup de courage et de dialogue pour qu'il devienne un homme. Un autre message, le père n'est pas mieux placé pour éduquer cet enfant, sinon il allait reprendre cet enfant à la grand-mère. Donc je suis contre contre ceux qui pensent que l'enfant devrait partir. Et sinon, comment, en restant avec l'enfant, Dieu est là pour la soutenir. C'est Kameni qui réagit.
Autre réaction, renvoyer cet enfant au village, c'est manquer de fair play, c'est de manquer également d'amour. Pour demain, il faudra lui apporter une bonne éducation et seuls les parents sont donc à même de le faire et non la grand-mère. C'est Jean à Yaoundé qui réagit. Autre réaction ce matin, il y en a tellement. À propos de l'histoire, juste pour dire la colère de Charles Hamel, les hôpitaux, à mon avis, sont les médecins, les docteurs et autres qui doivent dépenser durement leur fortune pour accéder à des connaissances dans ce domaine. Et puis au sortir de là, ils ne pensent plus qu'à gagner de l'argent. Ils ont perdu tout humanisme et puis le ministère de la Santé ne fournit pas assez d'efforts pour nos hôpitaux publics et ces médecins vont donc créer des cliniques pour s'en sortir et pour pouvoir combler ce manque. Il faut dire Mbombo qu'à la fin, j'ai bien peur d'une chose, M. Eric Fopoussi, c'est que les populations vont se désintéresser de l'offre publique, c'est-à-dire écoles publiques, lycées publics, hôpitaux publics, c'est pour se tourner uniquement vers le privé et n'ayant plus de soins, de frais et de tout, l'État sera obligé de se retourner vers le privé parce qu'on est en train de tendre vers là où 75% du secteur informel est plus développé que le secteur formel. À la fin, c'est vers ça. L'hôpital à Kintini va se vider pour les différentes cliniques gérées par des médecins. L'hôpital général ne va plus trouver des patients d'abord que la route même pour arriver. Pardon? Pour la consultation, il y a 10 000 francs. Les gens vont préférer aller payer ça là-bas pour avoir un suivi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, Florazé. Parfois, vous allez en clinique privée. Vous allez en clinique privée avec l'impression que vous avez un paludisme. Vous entrez, le médecin vous fait asseoir, vous offre une tasse de café, discute avec vous, vous mangez comment, tu t'alimentes comment, tu as pris quoi ce matin, et à la fin, tu te rends compte que le palu que tu croyais, c'est plutôt le stress financier qu'on ne t'a pas payé qui est dans ta poche. Tu ressors de son bureau tranquille. Mais je vous assure. N'exagérez quand même pas. Non, mais de là à faire le rapport avec le ressenti du paludisme. Oui, vous n'avez pas encore connu ces mots-là. Vous n'avez pas encore connu ces mots. On a un de fait, par exemple, monsieur Rifopoussi, où un enfant a ingurgité tout et tout. L'enfant peut faire une crise, une indigestion. Vous aurez l'impression qu'on a empoisonné. Vous arrivez à l'hôpital, on vous dit donnez plutôt tel petit jeu à l'enfant. Vous l'enfant consomme. Et vous rentrez à la maison. Merci beaucoup, cher monsieur, pour vos commentaires sur le plateau du 10-12 le Zénith. Voici la suite. Are you ready to go in for a professional career? IUC brings to your awareness an HND professional program in industrial and commercial fields. Admission is currently going on in both Aqua and Log Basic campus. Entrance is by Fire Studies. Et donc on parle ce matin de l'Institut universitaire de la Côte. Et pour en parler au plateau B où on va se basculer, monsieur Fitzgerald Guena, il est chef de département Polytech Nancy. Bonjour. Bonjour monsieur Rifopoussi. Oui. Également monsieur Youpsi Otis, il est responsable des stages et entreprises. Bonjour. Bonjour monsieur. La première question, c'est pour M. Guena. Pouvez-vous faire une présentation globale de la formation Polytech Nancy hébergée au sein de l'Institut universitaire de la Côte? Oui, merci de nous donner la parole. Alors, Polytech Nancy est une école d'ingénieurs française qui a choisi de délocaliser sa formation au Cameroun. Donc, en 2+3. Donc, les étudiants que nous accueillons après le bac font 2 ans chez nous à l'IUC. Et après la deuxième année, vont faire 3 ans en Nancy, en France, à Polytech. Et donc, ils finissent avec un diplôme d'ingénieur et donc peuvent travailler sur le territoire français ou international. Alors, M. Guena, quelles sont les nouveautés de la formation Polytech Nancy pour cette année? Alors, je voudrais préciser que la formation est ouverte depuis 2013. Donc là, on en est à la 5e promotion. Et cette année, il y a une innovation parce que toutes les autres écoles du réseau Polytech de France nous ont rejoints. Je parle notamment de Polytech Nice, Polytech Paris-Sud, Polytech Orléans et d'autres écoles comme l'École nationale supérieure de géologie de Nancy et l'École nationale supérieure de génie des systèmes et de l'innovation de Nancy. Et donc, toutes ces écoles recrutent après un bac+2 chez nous.
Et donc, à qui s'adresse, M. Nguena, cette formation et quels sont les profils recherchés? Alors, cette formation s'adresse aux étudiants qui ont obtenu cette année ou l'année passée leur bac C, D, E, F, ou alors ceux qui ont un GC Advanced Level avec minimum 4 papers et de bons grades. Donc, nous attendons aussi beaucoup les étudiants avec minimum mention assez bien, bien, très bien. Et nous souhaitons leur offrir les meilleures écoles publiques françaises. Absolument, Monsieur Nguena. Et la prochaine question, hein, c'est pour tous les deux, Monsieur Nguena et Monsieur Yomsi. Alors, quels sont les moyens déployés pour le bon déroulement de la formation au Cameroun? Alors, en tant que formation française délocalisée au Cameroun, vous doutez bien que les moyens alloués pour cette formation doivent être un peu plus élevés. Donc, du coup, nous avons à l'IFC un atelier de fabrication mécanique où nos étudiants peuvent s'exercer, des salles d'informatique avec tous les logiciels utilisés en France qui sont utilisés ici au Cameroun par nos étudiants, et puis des salles multimédia et des laboratoires électroniques pour leur formation et leur apprentissage. Peut-être aussi passer le micro à M. Yomsi. Oui, tout à fait. J'aimerais ajouter à ça les visites d'entreprise qui sont faites de façon quotidienne, de façon habituelle, c'est-à-dire au minimum une fois par mois, pour montrer déjà aux futurs ingénieurs quelles sont les réalités professionnelles qui les attendent après leur formation d'ingénieur polytechnicien. Et donc, on va rester avec vous pour vous demander, hein, vous qui êtes le responsable des stages et entreprises, M. Yomsi, comment se passe l'immersion en entreprise des étudiants de Polytech Nancy? Merci de la question. J'aimerais ici d'abord citer les types de stages qu'on a durant cette formation au Cameroun. Nous avons en première année un stage de découverte qui est de 1 mois minimum. Et en deuxième année, nous avons des stages de perfectionnement, aussi minimum d'1 mois. Et en troisième année, nous avons les stages projets. La particularité de ces stages, c'est que c'est une thématique donnée par une entreprise et pendant 9 mois, l'étudiant doit s'atteler sur cette problématique et apporter des solutions. Et à la fin de cette, cette présentation de solutions, l'entreprise est libre de financer ou pas si elle est satisfaite de la solution proposée par l'étudiant. Et donc, quelles sont les dates à retenir pour les téléspectateurs désireux de s'engager dans la formation Polytech Nancy? Alors, nous avons la date du 25 août où nous allons faire un concours général dans les 3 régions suscitées. Bafoussam, lycée bilingue, Yaoundé, Polytechnique Yaoundé, et Douala dans le campus de Lorgbessou et Akwa. Nous avons aussi la date du 13 dans le centre unique de Lorgbessou. Vous dites 13 septembre, hein? Oui, 13 septembre. 13 septembre, ok. D'accord. Alors, quelles informations les différents candidats doivent retenir pour ce qui est du dépôt des dossiers et des différents centres de concours, M. Nguena? Alors, déjà, juste pour préciser que pour Polytech Nancy, le concours est prévu le 13 septembre. Concours uniquement sur le campus de Lorgbessou. Oui. Donc, en termes de dossiers à constituer, il y a une fiche à télécharger sur le site internet de l'IUC, www.iuc-6univ.com. 2 photos 4x4, des frais de dossier de 25 000 francs CFA. Et puis, les photocopies des relevés de notes des bulletins de la seconde en terminale. D'accord. Merci beaucoup à vous, chers messieurs. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup, Ricky. Your awareness and HND professional program in industrial and commercial fields. Admission is currently going on in both Aqua and Log Basic campus. Entrance is by Fire Studies. Retour sur le plateau du 10-12, le Zénith de ce jeudi 16 août 2018. Voilà, messieurs, merci infiniment à vous de nous rejoindre. Tout de suite, interpellation. On va regarder l'élément tourné par Cédric Chouna et on revient pour les commentaires en plateau.
L'idée nouvelle dans le développement de ces pays, c'est que le gouvernement doit accompagner les jeunes. Le gouvernement doit faire sa part de travail. Le gouvernement est le maître de tout. Et le gouvernement ne doit pas être celui qui abuse les gens. Le gouvernement doit être celui qui protège les faibles et donne de l'espoir aux hommes tristes. Regardez par exemple l'entrée d'un marché comme le marché Mbopi. Un marché qui gagne des milliards. Mais regardez l'entrée. La communauté prend l'argent. La perception prend l'argent. Tous ces gens-là, ils prennent l'argent. Mais où part l'argent là? On n'arrange pas notre pays. Regardez à Bamenda, les enfants grèvent. On ne prend pas du temps de savoir qu'est-ce que les enfants là veulent. Mais on veut seulement couvrir le faux. Il faut qu'on arrête le faux dans ce pays. Il faut qu'on arrête de donner du pouvoir aux gens qui ne méritent pas. Voilà, interpellation ce matin qui engage clairement la responsabilité de l'exécutif au Cameroun, exécutif bicéphale comme vous le savez, avec un président de la République et un premier ministre, donc qui est le chef du gouvernement et le président de la République, le chef de l'État. Bon, Bengan, quel est votre commentaire à la suite des préconisations de notre compatriote ce matin? Je pense que nos compatriotes constatent que le gouvernement a démissionné et le gouvernement est le bras armé de l'État. Ça veut dire que ça n'existe plus. Il ne sait pas auprès de qui il doit payer les taxes au marché. Donc, il paye à tout le monde qui vient. Donc là, je pense que c'est le chef de l'État lui-même qui doit partir. Il doit faire comme Hollande. Il avait promis des choses qui ne sont pas remplies. Il doit dire clairement au peuple camerounais, chers compatriotes, je vous ai promis, là où les choses vont là, je ne pourrai plus vraiment attirer. C'est tout. Là, ça allait décrisper l'atmosphère. Ou simplement aussi si le peuple estime que le mandat qu'il lui a été octroyé en 2011, si ce mandat a été dévoyé, le peuple peut décider de confier ce mandat à un autre. C'est ce que le peuple doit faire. Mais si le peuple va faire comment lorsqu'il y a les bureaux de vote dans les régiments militaires? Vous pouvez aller ici au camp, comment on l'appelle ça, à l'armée de l'air, aller faire au BBR ou à l'armée de l'air, à la base aérienne à Douala, aller commencer à dire là-bas que c'est pas ça ce qui est sorti, signer le procès verbal comme ça. On va dire que révolution, coup d'État, alors que vous êtes scrutateur d'un parti politique. Bon, voilà, donc c'est bien. Il faut donc qu'on enlève ça là, et là le peuple décide. Donc, vous semblez ici relever une question particulière. D'ailleurs, de nombreuses personnalités de la société civile ont plusieurs fois élevé. Parce que le chef de l'État vient encore de le faire là maintenant. Parce que je ne voulais pas en parler. Comme vous insistez, comment quelqu'un a voyagé dimanche, le week-end? Il signe un décret, il dit qu'il a Yaoundé mardi. Bon, voilà. Très bien. Donc, il n'est pas là, mais il dit qu'il a signé, il est là, il travaille. Donc, le concitoyen qui remarque que le gouvernement n'est pas assez présent sur le terrain pour être en proximité avec les problèmes de ces Camerounais. Charles Abel, votre commentaire, je vous en prie. Aussi, vous rappelez-vous le 21 octobre avec l'accident des ECA? On nous a dit qu'il n'était pas là, mais il y a une série de décrets qui ont été signés et qui est non, monsieur Eric Fopoussi, pour faire simple, prenez votre micro, vous le baladez à Douala, à Batouri, à Bakbezé, à Ndian, allez même en DOP, un peu partout, par vous présenter le micro, ce sera la même chose que vous dira chacun des Camerounais qui aura reçu cette onction de parler au niveau du micro. Je vous prends des faits, quelques faits. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque les opérateurs de téléphonie mobile arrivent ici, on lance cette affaire de call box. Les jeunes se jettent dans les call box, mais grande est la surprise de ces jeunes de voir que même le crédit, les appels, c'est-à-dire passer un appel qui permettait aux gars qui avaient l'école box de se faire de crédit, on a coupé. On est allé couper jusque-là, donnant la possibilité à chaque individu à un téléphone de pouvoir faire le crédit, de pouvoir appeler par exemple 2 heures, 3 heures avec 50 francs dans le téléphone. Allez regarder. Le fournisseur devient le concurrent de son détaillant. Voilà une situation dans laquelle on se retrouve. Dans les abords des rues, on demande les kiosques. La communauté urbaine vend les kiosques à 250 000 francs. Beaucoup de jeunes vont se battre pour acheter les kiosques que vous voyez à cette époque de couleur
verte que vous voyez au Carrefour. Peu de temps après, on dit insalubrité publique, on descend casser même kiosque qui avait été payé à 250 000 francs. Est-ce qu'avec 250 000 francs, vous pouvez payer ce type de kiosque? Ce kiosque-là, vous ne pouvez même pas vous déplacer à l'intérieur. Autre chose, monsieur Eric Fopoussi, les Camerounais avec cette affaire de remorquage de voitures, le tonnerre a utilisé l'asphalte, le goudron, le bitume, qu'il a divisé. Parce qu'il faut préciser qu'il a divisé les rues pour prévoir les parkings. Vous arrivez, vous centrez votre véhicule à l'endroit exact, dans le blanc même qu'on a mis, l'encart qu'on a mis, vous centrez, vous êtes surpris qu'on vienne saboter, qu'on vienne mettre des sabots sur votre véhicule. Vous essayez de bavarder, on vous dit grand, c'est 10 000 ou c'est 25 000 là-bas, choisissez. On tombe où? C'est à vous de trouver là où vous allez tomber, tant pis pour vous si vous vous cassez. Quand on va parler des péages, les péages, regardez l'axe routier avec la fin des péages. Monsieur, il faut vous décrivez regardez les marchés. Vous décrivez un pays abandonné. Mais regardez les marchés, regardez l'état des routes. Je vous parlais de nous d'Edo. L'équipe de la préfecture vient collecter, on donne. L'équipe de la sous-préfecture vient collecter, on donne. L'équipe de la commune vient collecter, on donne. L'équipe de la communauté urbaine vient collecter, on donne. Finalement, pourquoi? Oh, c'est des populations qu'on a cassées, on les a, des commerçants qu'on a cassés, on les a pas installés à l'intérieur. Vous voulez qu'on dise, vous voulez que les Camerounais vous disent quoi, monsieur? C'est la cour du roi Péto, ça. Voilà. Il n'y a même plus un endroit pour garer à Douala. Tu arrives à Mopé pour garer, bang, les gens de la communauté sont là pour te donner le ticket. Tu arrives à Aqua pour garer, on te donne le ticket que paye 100 francs. Même les pieds de 100 francs là, c'est les gens là qui finissent. Moins de pépins, quand tu gares comme ça, ils se cachent derrière les véhicules. Quand tu gares, on dit, maintenant, voilà le ticket. Ils ont désormais une stratégie, et ça, j'ai été quand même impressionné par cela. Ils se cachent. Ils se déguisent maintenant en civil, ils ne portent plus les vêtements qu'on les reconnaissait. Et donc, lorsque vous vous garez, ils vous braquent. Ils vous braquent à la portière et sortent de manière subtile le badge. Ils ont caché le badge dans leurs vêtements et sortent le badge communauté urbaine. Mais c'est quoi l'embuscade, ça? Ils ont caché quelqu'un dans la broussaille. Je ne sais pas d'où ils sortent. Mais monsieur Eric Fopoussi, le Cameroun est une curiosité planétaire. Et les banquiers et responsables du secteur de la finance se sont accordés à dire que environ 3 milliards de pièces, en termes de pièces, disparaissent chaque jour du Cameroun, ou chaque mois, ou chaque semaine du Cameroun, pour se retrouver du côté de la Chine, à travers les jeux vidéo, que les gars mettent. Mais aucun ministre ne veut s'engager dans cette affaire pour essayer de décrier, parce qu'on veut la convention sino-camerounaise, mais quand même c'est lamentable. Ok, merci. C'était ça, interpellation ce matin, madame, messieurs. On va prendre quelques messages avec vous, Florazé, parce qu'on a quand même parlé de cette histoire d'un gouvernement qui semble ne pas être présent, qui semble abandonner la proximité avec ces différentes personnes, avec ces différents Camerounais, avec les Camerounais qui ont besoin de leur gouvernement pour régler leurs problèmes au quotidien. Donc, il semble qu'il y ait un problème logistique ou pas, Florazé, vous nous le dites tout de suite. Oui, alors les téléspectateurs qui... Oui, allez-y. Qui réagissent. J'ai pris au pif, pourquoi les hôpitaux du Cameroun donc, ne prennent pas la charge des patients comme cela doit se faire et réclament plutôt réclamer le gars après rétablissement du patient. Ça, c'est une proposition d'un téléspectateur. Il y a un qui réagit. Il y a de ces faux agents de la communauté urbaine. Bon, bref, je crois que c'est Lisette. Oui, mais c'est dans ce badge que vous dites que beaucoup vont se faire établir ce badge comme étant membre de la communauté urbaine et ils vous le brandissent désormais. Non, mais sauf qu'il dissimule le badge sous le vêtement. Ça peut transformer les chasubles. En principe. Et puis, un monsieur vous sort un badge comme ça m'a rappelé. 100 francs, le braquage. Ça m'a rappelé le secret de service. C'est 100 francs une heure. Oui. Donc, si vous garez pour la demi-journée et que lorsque vous venez prendre votre véhicule, vous ne réglez pas, vous êtes remorqué. D'accord. Alors, vous lisez deux messages. On va... bon, vous voyez par rapport aux commentaires, il y en a qui arrivent pour dire que ça vaut vraiment pas la peine avec la gestion de la cité. Un autre message qui dit que l'administration également des hôpitaux, c'est vraiment pas la peine. On administre enfin, les soins ne sont pas véritablement administrés. Et puis, il y a un téléspectateur qui nous demande d'être africain. Je ne sais pas pourquoi, restons africains. Présentons d'abord les avantages de nos hôpitaux. Tout a des limites avant de donner justement les limites. Ne faisons pas comme si rien n'est fait dans nos hôpitaux. Non, on ne peut pas laisser ça. Prenez le docteur Yves Basson.
Il a dit qu'il leur arrive souvent, eux médecins, de dépenser leur argent parce que ça ne va plus. Ils ne peuvent pas, ceux qui ont la conscience professionnelle, qui sont dans le social, ne peuvent pas laisser les malades. Et ils en ont marre de laisser les gens mourir devant eux. D'accord. Donc ce n'est pas nous, c'est eux. Et il faut c'est les préciser, médecins eux-mêmes qui l'ont dit. Et il faut préciser que le journaliste s'intéresse aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Alors, monsieur Rifo aussi, je vais vous raconter peut-être quelque chose qui va vous faire sourire. rapidement, Hier, nous étions assis, on discutait avec quelques personnes et subitement le tonnerre a grondé. C'est là où ce patron nous dit, depuis que la saison de pluie a commencé, il y a plein d'employés, lorsque les premiers gouttes tombent, sont obligés de disparaître pour aller sauver les meubles à cause des inondations. Nous sommes tout à fait inondés d'émotions. Et bien, on fait comment l'entreprise, après ce que vous venez de déclarer. Non, il faut dire à ce monsieur que justement, l'Africain ne s'accommodait pas de ce qui était faux. D'accord, très bien. Merci beaucoup de continuer à nous inonder d'émotions ce matin. Merci à tout le plateau. Merci infiniment à nos équipes techniques, évidemment, toujours en plateau. On se retrouve demain, madame, messieurs, lorsqu'il sera 10h. Rediffusion de ce numéro de l'émission à minuit, temps universel, 1h, heure de Ngoul Makak. Et surtout, que Dieu bénisse le Cameroun.